Merci. Alors, dans un premier temps, bien sûr, je vous présente les panélistes dans l'ordre où vous les voyez, de gauche à droite. Alors, vous avez reconnu déjà Guy Lachapelle, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Concordia et secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques depuis 2000. Claude Barito, anthropologue social, qui a enseigné pendant 30 ans à l'Université Laval, où il a donc encadré plus d'une quarantaine d'étudiants et d'étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Il est l'auteur de plusieurs articles et essais, dont Québec, 18 septembre 2001, pour sortir de l'impasse référendaire. Mathieu Bock-Côté, sociologue et chargé de cours à HEC Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro, en plus de collaborer à différentes revues. Danick Parenteau, philosophe, professeur agrégé au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il signe régulièrement des textes dans les revues L'Action nationale et Argument. Jonathan Livernois, professeur adjoint au département de littérature de l'Université Laval, spécialiste de l'histoire littéraire et intellectuelle des 19e et 20e siècles au Québec. Alors, on vous a proposé d'abord, en 3 minutes, de définir un peu votre position sur le sujet. Large sujet que celui du nationalisme. Alors, le nationalisme ou les nationalismes, la nation québécoise, qu'est-ce que c'est? Où en est-on maintenant du métissage des cultures? Est-ce que la question des racines se pose de la même façon en 2016 qu'en 1970, par exemple? Alors, c'est une question très, très large et je vais commencer par vous, M. Lachapelle. Oui. C'est un débat intéressant de reprendre le flambeau, je dirais, du nationalisme après tant d'années. Dans les années 60, le nationalisme au Québec était en émergence, je dirais. C'était un nouveau nationalisme par rapport à d'autres types de nationalismes qu'on a vus précédemment. Pour moi, le nationalisme se conjugue avec une autre variable qui est fondamentale, qui est l'internationalisme. Je ne peux pas discerner le nationalisme de l'internationalisme. J'ai toujours dit, en bonne partie, que le nationalisme, c'est d'abord un mode de fonctionnement, c'est un outil de développement, tant sur le plan économique, social ou politique. Et ce qui amène à avoir des politiques nationales, d'avoir aussi des outils, des instruments. On a parlé beaucoup de nationalisation à une certaine époque. Donc, le nationalisme, pour moi, se conjugue aussi par rapport à notre vision de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez nos voisins du Sud, ce qui se passe au Canada anglais, ce qui se passe aussi en Europe. Donc, un nationalisme ouvert, je dirais, c'est surtout d'avoir conscience de où on se situe, quels sont nos grands défis et comment, en bout de piste, on peut offrir à tous nos citoyens un endroit agréable où il fait bon vivre et où tout le monde se reconnaît à l'intérieur d'un schème qu'on pourrait appeler notre nation. C'est un produit. C'est un produit dans les États indépendants qui découle de la création de ces États-là, avec la perspective de faire une certaine homogénéité sur le territoire, sur le plan social, culturel et économique. Et c'est ce processus-là qui conduit par la suite à la création ou l'identification d'une nation, et cette nation est le produit de l'État indépendant créé. Elle n'est pas quelque chose qui préexiste antérieurement à la création d'un État. Je dis ça uniquement pour commencer. Je vais expliquer par la suite tous les autres éléments. Fondamentalement, vous me permettrez d'ancrer cette question assez concrètement. D'abord et avant tout, la question du nationalisme au Québec, pour moi, pose la question du statut politique du Québec. Or, il y avait 2 grandes avenues historiquement qui permettaient de traduire l'aspiration du peuple québécois à se constituer politiquement. Il y avait la possibilité de réformer le Canada dans une perspective où nous serions reconnus comme un peuple sur 2, c'est-à-dire un peuple fondateur. Et c'est une avenue qui, nous le savons, est bloquée aujourd'hui, fondamentalement et pour toujours, j'ajouterais. Le Canada est aujourd'hui et pour toujours un pays fermé à la différence québécoise, pour paraphraser quelqu'un d'autre. Donc, de ce point de vue, l'autre projet qui, à mon avis, était par ailleurs le plus conséquent, c'est bien évidemment l'indépendance du Québec. Donc, le nationalisme québécois conduit naturellement, je crois, à l'indépendance du Québec, mais nous sommes dans une période assez difficile
où l'horizon de l'indépendance s'éloigne et nous ne savons plus exactement quel chemin suivre pour s'y rendre. Ce qui fait que nous sommes dans une espèce de position intermédiaire. Pour l'horizon politique essentiel pour l'instant, il s'agit moins de courir comme si nous en avions la possibilité vers un référendum demain matin, mais il s'agit de sauver les meubles. Sauver les meubles, c'est-à-dire faire en sorte qu'il existe encore, aujourd'hui, demain et pour longtemps, quelque chose comme un peuple québécois. Or, contrairement à ce qu'on disait dans l'annonce du colloque, j'étais plutôt en désaccord avec le descriptif, je ne crois pas que la nation québécoise est aujourd'hui un élément de consensus au Québec et encore moins au Canada. Il y a une perte de conscience nationale qui me semble assez inquiétante. Elle s'explique d'abord par le fait que nous vivons dans un régime politique fondé sur la censure du peuple québécois, c'est le Canada de 1982. Elle s'explique aussi par, on pourrait dire, l'ère du temps, cette espèce d'appel à la dénationalisation des sociétés, à la xénophobisation du nationalisme porté souvent par les sciences sociales. Donc, une espèce de mauvaise conscience qui plombe l'aspiration des peuples à l'autodétermination. Donc, l'enjeu principal aujourd'hui pour le nationalisme québécois, me semble-t-il, est de conserver, pour reprendre la formule du jour, la différence vitale du Québec. C'est-à-dire s'assurer qu'il y a encore un Québec pour qu'un jour il puisse y avoir un Québec indépendant. Je n'entrerai pas directement dans le vif du sujet avec la question du nationalisme québécois. Je mentionnerai un propos plus théorique, plus en guise d'introduction. Bien sûr, les nations sont des constructions assez récentes. Il n'y avait pas de nation en Antiquité. Il n'y en avait pas plus au Moyen Âge. On les voit naître et on peut facilement imaginer qu'un jour, elles vont céder le pas à d'autres formes de solidarité collective. On nous dit, on répète qu'à l'ère de la mondialisation, les nations sont à disparaître. Les mutations transnationales, transfrontalières entraînent des nouvelles formes d'identité. Donc, nous serions, à notre époque, à l'ère de la fin des nations, j'en doute. Moi, à mes yeux, les nations n'ont pas dit leur dernier mot. Elles sont toujours là. Le sentiment d'identité nationale est encore là, bien qu'il puisse connaître des périodes plus creuses, comme le soulignait ici Mathieu. Et à mes yeux, en fait, la nation est toujours pertinente. Et c'est lorsqu'on sera capable, parce qu'on sera capable précisément de mobiliser ces nations, qu'on pourra, comme humanité, faire face à des défis auxquels nous faisons face comme humanité. Je pense, par exemple, ici à la crise écologique. C'est à travers la nation, à travers la mobilisation des forces dont sont capables les nations, qu'on pourra faire face à des crises comme celle-là. Ce n'est pas uniquement en mobilisant des individus qu'on pourra faire face à ces crises. Donc, je terminerai en disant, les nations n'ont pas dit leur dernier mot, et je reparlerai tantôt donc, du cas de la nation québécoise qui nous intéresse ici plus particulièrement. Je peux le dire, hein, je parle ici comme littéraire, qui me fait toujours un peu de moi l'intrus dans la pièce, comme historien certainement intellectuel, de la littérature, mais je demeure un littéraire. Ce qui veut dire que ce que je propose ici, dans La route du pays brûlé, c'est un essai, avec une perspective certainement impressionniste. Cela dit, une fois qu'on a dit que c'est impressionniste, ça ne veut pas dire que c'est moins fondé, que c'est moins intéressant, en tout cas j'espère. Et j'essaierai ce soir donc d'apporter cette perspective, me semble-t-il. Simplement pour vous situer aussi, j'ai beaucoup développé, en tout cas en 85 pages, c'est pas tant que ça, mais j'ai développé la notion de patriotisme. Pas développé, mais j'ai réfléchi à la notion de patriotisme. Une notion que certains considéreront surannée, caduque peut-être, mais ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de voir justement l'espace, l'écart entre une notion dite surannée et pourtant l'amour d'un pays, l'amour d'un lieu qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à aimer. Pourtant, il y a tout cet espace. Donc, entre la perspective résolument surannée du patriotisme et cet amour qu'on peut avoir aujourd'hui, j'essaie de créer quelque chose, de proposer quelques pistes. Bon, évidemment, c'est pas un cahier de devis, c'est pas une perspective résolument claire, mais j'essaie, autant que faire se peut, de pointer certains aspects. Voilà, alors 5 points de vue, vous le voyez, d'un historien de la littérature, d'un philosophe, d'un sociologue, anthropologue, politologue. Alors, on vous a posé des questions bien précises. La première étant, une fois vos positions grossièrement définies, comment définit-on, selon vous, un Québécois actuellement? Un peu bêtement, on peut répondre avec une perspective civique en disant, ben oui, pourquoi pas, une personne qui vit sur le territoire québécois, qui a une carte d'assurance maladie, qui a un permis de conduire peut-être. Bon, évidemment, plusieurs vont repousser ça du revers de la main, on peut les comprendre dans une certaine mesure. En tout cas, je pense que la perspective civique n'est pas suffisante, ça j'en doute pas. Mais en même temps, comment déterminer si quelqu'un se sent québécois? Hein? On sait qu'il est difficile d'aller sonder les cœurs, de savoir à quel point une personne est authentiquement québécois ou québécoise, comment ça se fait, comment on peut aller chercher
cette identité. Hein. Hannah Arendt l'a bien montré, me semble-t-il, pour les révolutions françaises. Hein. Jusqu'où on va pour essayer de voir si la personne est suffisamment française, encline du moins à partager les idéaux révolutionnaires. Alors, sans parler d'une adhésion sincère, il me semble qu'il faut parler, et là je reprends, et vous verrez que c'est ma perspective de littéraire, encore une fois, l'idée de Jacques Ferron qui parlait d'une espèce de saumure québécoise, une espèce de milieu dans lequel il baignait, bon gré mal gré. Hein, il le disait à peu près comme ceci, je cite Ferron, « L'important n'est pas de savoir qui je suis, mais d'apprendre dans quelle saumure je marine. » Hein, ça reprenait un peu l'expression ou l'idée de Gombrowicz qui disait « Le chemin qui mène à moi passe par les autres ». Autrement dit, pour moi, l'identité n'est pas quelque chose de plein, d'entier, de prédéterminé, mais c'est bien quelque chose qui se modèle sur les événements, sur une construction qui est à faire. Bref, pour moi, le Québécois a à jouer avec une identité qui est inachevée, qui se construit au fil, donc, des modifications, des apports. D'accord, on enchaîne la version de vous, monsieur le philosophe. Ben là, je poursuivrai avec Jonathan. En fait, on pourrait s'en tenir une définition assez facile, commode et plate, celui ou celle qui réside au Québec. Évidemment, ça serait une définition juridique, on pourrait dire administrative, hein, comme si derrière le mot Québec ne se cachait rien d'autre que le fait d'un agrégat d'individus qui ont en partage, de manière quasi accessoire, un lieu de résidence. On pourrait s'en tenir à une telle définition. On ne serait pas ici à discuter du nationalisme québécois si on s'en tenait à cette définition. Évidemment, le Québec est porteur d'une dimension symbolique identitaire assez forte, qui est incontestable. Qu'on y souscrive ou pas, il est incontestable qu'il y a une nation québécoise, qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est partagé par bon nombre de citoyens, habitants, résidents donc de ce Québec. Ces lieux d'investissement symbolique de la nation canadienne-française dans les années 60, une forme de repli stratégique sur la province d'un Québec, qui est simplement un État fédéré dans une fédération canadienne. On va investir cette province d'une dimension nationale, ce qu'on ne trouve pas dans les autres provinces canadiennes. Évidemment, tout cet élément-là fait en sorte qu'aujourd'hui, le Québec désigne donc le lieu où l'on trouve la nation québécoise, qui est une construction assez récente, mais qui porte en elle, bien sûr, une histoire, la tradition canadienne-française, et qui est appelée à perdurer, je crois bien, et nécessairement, à tout le moins, si elle faisait le choix d'y aller vers un État complet, celui d'un État indépendant, d'une république libre. Merci, M. Parenteau. Donc, lieu physique, lieu symbolique. M. Bock-Côté. Vous me permettrez de tourner la question autrement. Je crois qu'il est bien difficile de savoir qu'est-ce qu'est un Québécois. C'est-à-dire, c'est une question qui individualise exagérément la question de la culture. Je poserais plutôt la question, qu'est-ce que le Québec? Si on cherche à définir le Québec comme communauté politique, qu'avons-nous devant nous? Eh bien, d'abord et avant tout, il y a un fait historique fondateur, insurmontable et qu'il nous faut assumer, c'est l'existence d'une majorité historique francophone qui est et sera le cœur qui a été, qui est et qui sera le cœur de la nation. Le cœur historique de la nation, le cœur existentiel de la nation. Et on ne peut définir le Québec sans d'abord reconnaître cette forme d'enracinement premier, le fait que pour cette majorité historique francophone, le Québec n'est effectivement pas qu'une province comme les autres, mais depuis longtemps, la communauté politique à travers laquelle elle peut s'exprimer collectivement. La chose, à mon avis, ne date pas, ce que Danick appelle le repli sur le Québec, ne date pas, à mon avis, des années 60, loin de là. Quand on crée la Confédération en 1867, par exemple, mais on pourrait dire ça bien avant, quand on crée la Confédération en 67, la chose est présentée par plusieurs comme la restauration d'un État canadien-français. Donc, et on peut dire qu'à travers l'histoire, il y a cette espèce de connexion intime qui n'épuise pas la définition du Québec, parce qu'il y a aussi ici une minorité historique anglaise qui se définit elle-même par ailleurs comme canadienne, ne l'oublions pas, mais donc la majorité historique francophone n'épuise pas la définition du Québec, mais elle en est le fondement essentiel. J'ajouterais deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'on doit redouter l'érosion démographique de cette majorité francophone. Si cette majorité francophone en venait à représenter 70, 65, 60% du Québec, le Québec ne serait plus le Québec parce qu'il n'y aurait plus la masse suffisante de gens portant ce destin comme une évidence insurmontable. Et autre chose, la vocation des nouveaux arrivants,
et de prendre le pli de la majorité historique francophone. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une tendresse particulière pour leurs origines, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une sympathie particulière pour leur parcours familial, évidemment, mais la vocation du nouvel arrivant, ce n'est pas simplement de se déclarer fidèle à la Charte des droits et tout ça, c'est d'apprendre à dire « nous » avec la majorité historique francophone en s'appropriant son histoire. Me semble-t-il qu'à partir de là, on a une définition substantielle politiquement du Québec. Le thème de cette conférence, il était écrit dans les notes que j'ai reçues, qu'il ne fait aucun doute pour personne que la nation québécoise existe. Je fais partie des personnes qui doutent, qui questionnent ce concept. Une nation, j'ai dit en préambule tantôt, existe comme expression d'un État indépendant. Or, à ma connaissance, à moins de se passer quelque chose que je n'ai pas vu, il n'y a pas d'État indépendant au Québec. Et depuis le début du 20e siècle, seule la création d'États indépendants, selon les analystes de ces processus, je pourrais en nommer une tonne, le concept d'État va de pair avec la notion de nation. Sous cet angle, la nation québécoise n'est que virtuelle. Elle n'existe pas. Historiquement, contrairement à ce que M. Parenteau a dit, le concept de nation fut utilisé par plusieurs anthropologues pour qualifier des groupes qui existaient à l'intérieur d'empires, à l'intérieur de royautés, et sur des territoires devenus sujets à des colonisations. Leur caractéristique principale, c'était de se distinguer et de se construire par rapport au passé, par rapport aux ancêtres. Et de se distinguer de cette façon-là par rapport aux autres groupes qui existent sur un territoire donné, ce que vient de signaler clairement M. Bock-Côté. Or, c'est en référence à ces deux conceptions qu'on définit le Québécois. Il y a une définition qui avance que c'est un membre d'une nation imaginée par les Britanniques, dont certains analystes la font remonter jusqu'à la venue des premiers Français. Il y en a une autre qui parle d'une appellation des locuteurs de langue française, une troisième l'une ou l'autre, auquel on ajoute des personnes qui s'associent. Et on a banalisé tantôt la notion de Québécois associés à un territoire, supposant que ça prenait une âme. Ceux qui sont sur le territoire du Québec, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs, et ils participent à l'activité du Québec. C'est cette dernière notion territoriale qui renvoie au peuple enraciné sur un territoire et fait de celui-ci le moteur de la création éventuelle d'un État indépendant, comme ce fut le cas des patriotes américains qui choisirent, malgré les différences qui les caractérisaient, de quitter le statut de sujet britannique et de s'instituer citoyens du pays qu'ils ont créé. C'est comme ça que se créent les États souverains et c'est comme ça que les nations se créent. Je suis étonné que personne n'a mis le mot « identité » avec le mot « québécois » jusqu'à date. Il me semble... Oui, M. Parenteau l'a quand même évoqué. Mais de façon plus fondamentale, on parle d'une identité québécoise. On parle d'une culture québécoise. On parle de ce qui est tissé serré, ce qui nous retient, ce qui est commun à les raisons communes, comme disait Dumont et autres, sur comment on finit par se définir. Mais il y a toujours, et je rejoins un peu M. Parenteau, c'est toujours aussi par rapport au territoire, je dirais. Et le politologue dirait les Québécois, c'est ceux qui ont 18 ans et plus et qui peuvent voter à une élection. C'est une définition très simple. Mais au-delà de ça, il y a le territoire. Et ce territoire, c'est pas uniquement le territoire du Québec. Quand on fait des diverses enquêtes, il y a des gens qui se sentent fondamentalement canadiens aussi. Quand on regarde, qui se sentent peut-être plus canadiens que québécois et autres. On sent une espèce d'effervescence autour de l'identité québécoise, je dirais, au cours des dernières années, vers une culture peut-être plus cosmopolite, peut-être plus enracinée avec d'autres, avec l'arrivée de d'autres personnes qui construit aussi une identité québécoise. Je pense à différents groupes qui sont venus enrichir la culture québécoise au fil des années.
la communauté italienne, à d'autres communautés qui ont contribué à redéfinir au fil des années. Et c'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps. On ne peut pas statuer, je dirais, ce qui est un Québécois aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce sera dans 20, 25 ans, mais c'est un concept évolutif. Évidemment, il y a des choses fortes. La langue. La langue, nous, c'est un élément fondamental. La langue française, c'est le socle. C'est le socle qu'il faut développer, qu'il faut continuer d'enrichir de toutes sortes de façons avec notre vocabulaire a changé, a évolué dans le temps. Donc, on a cet élément-là. Je voudrais pas aussi ne pas mentionner le fait que nous sommes, et j'aime le dire, un Québécois, nous sommes des Nord-Américains francophones. Nous vivons en Amérique du Nord. Nous vivons sur un territoire qui est vaste. Nous avons peuplé l'Amérique du Nord, les Amériques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de notre histoire aussi. Ça fait partie du territoire. Mais à la fin, ce qui est un Québécois, c'est celui qui s'identifie à l'État du Québec, qui en fait son socle, qui en fait sa base, et à partir de cet outil-là, qui nous permet de nous développer comme peuple, comme nation, et surtout de rayonner sur la scène internationale. Et on le voit, personne ne va dire est-ce que Céline Dion est une Québécoise ou pas, est-ce que Leonard Cohen est un Québécois ou pas. Je pense qu'il faut repenser un peu notre définition. Je me souviens de Giuseppe Turri, un sociologue des années 60, qui a fait « Qu'est-ce que la culture québécoise ?» On dirait que ça revient de manière cyclique à chaque génération de se redéfinir. Et c'est normal qu'on ait à se redéfinir par rapport aux autres, par rapport à une société qui évolue, qui est changeante. Toutes sortes de nuances. Nation virtuelle, qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça me semble, monsieur, oui? Oui, virtuelle, elle n'est pas virtuelle dans la mesure où elle s'exprime, elle existe à travers, si ce n'est pas bien sûr un État indépendant complet, à tout le moins un État ici fédéré avec des pouvoirs qui sont les siens, mais on ne réduit pas la nation québécoise à sa seule dimension politique. Elle existe d'abord et avant tout parce que c'est une culture, parce que c'est une langue, parce que c'est une histoire. Et donc, si on réduit la nation à sa dimension étatique, ben, il n'y a pas plus de nation en Antiquité, dans la mesure où il n'y avait pas d'État en Antiquité. Donc, bien sûr, l'association moderne État-nation existe, ce qui donne des nationalistes d'État, comme on le trouve au Canada, et des nationalistes sans État, comme le cas du Québec ou de la Catalogne, par exemple. Si je peux me permettre de répondre aussi à Claude Barito, dans la définition qu'il nous propose, il y avait, jusqu'au début des années 90, une nation soviétique, par exemple. Bon, ben le problème, c'est que les Baltes n'étaient pas d'accord. Hein? Les Estoniens, les Lettoniens, les Lettons, les Lituaniens, pardonnez-moi. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Les Ukrainiens n'étaient pas d'accord. Les Kazakhs n'étaient pas d'accord. Si vous avez une définition strictement juridique de la nation, sur quoi pouvez-vous fonder le droit à l'autodétermination des peuples? C'est parce qu'un peuple existe dans l'histoire, dispose de certaines institutions, qu'il peut vouloir parachever son existence politique par l'indépendance, par la souveraineté. Sinon, si on a une définition strictement juridique de la nation, je ne vois pas sur quoi on peut fonder l'aspiration des Québécois à l'autodétermination. Et plus largement, je ne vois pas comment on pourrait fonder, par exemple, l'aspiration des Écossais à l'autodétermination ou des Catalans. Une telle définition de la nation, à mon avis, est si étroite qu'elle nous dit peu de choses, sinon que l'État souverain a généralement tendance à se croire mononational, et encore, il y a bien des exceptions à faire. Oui, puis il y a une chose aussi qu'il ne faut pas manquer, c'est cette idée de nationalisme culturel qui a été très importante à partir après les rébellions, après les années 1840, 1850. Ça a été, qu'on le veuille ou non, extrêmement important. Ça a permis de sauver les meubles dans une certaine mesure. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut le rappeler. Ça. Donc le nationalisme, on ne peut pas simplement le décliner d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique. En tout cas, ça me laisse perplexe, en tout cas. Je trouve un peu curieux la façon dont vous raisonnez. Sachez que c'est réciproque, cher ami. Écoutez, j'ai fait 30 ans d'enseignement sur ce thème. J'ai lu et travaillé ce thème sur tous ses angles, à l'intérieur des sociétés antérieures aux États modernes, dits indépendants. Et j'ai analysé comment s'est fabriqué ce concept de nation dite québécoise aujourd'hui. 1774, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe en 1774? Vous avez une Grande-Bretagne qui est établie, qui vient de prendre le contrôle sur la colonie, fait une entente avec des brailleurs qui s'appellent le clergé, les seigneurs, puis les clercs, qui revendiquent un peu plus de participation à l'intérieur
du système politique britannique, ils leur en donnent. Et ceux-là vont commencer à fabriquer cette idée de nation qui, aujourd'hui, va avoir une existence, selon vous, culturelle, etc. C'est eux, les Britanniques, Oui, mais qui l'ont fondé. Historiquement, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un peuple ici, un peuple qui vient de la Nouvelle-France. Il y a quelque chose qui s'est créé dans la vallée laurentienne. Ce peuple, c'est des ressortissants français qui ne sont pas retournés en France. Oui, mais à la Un suite peuple, de ça, il y a toute la question du parlementarisme, d'un développement d'une conscience, Parfait. d'être... On va s'arrêter là. Excusez-moi, oui. On en vient parce que, écoutez, on ne reviendra pas sur Oui. comment se définissaient les gens en Nouvelle-France après ceux qui sont restés après 3 ou 4 générations. Étaient-ils encore français? C'est une autre question. Sous-question à vous, M. Lachapelle. Est-ce qu'une société peut longtemps associer le fait d'être cosmopolite tout en demeurant francophone, dans notre cas? Absolument. Il n'y a aucun problème. Parce que M. Bocoté parlait d'érosion démographique. Ça suppose beaucoup de choses. Non, que mais la majorité et que la langue Non, mais commune le- demeure Contradictoire avec le francophone. cosmopolitisme, Non, c'est- le chiffre est... on peut s'inquiéter. M. Bourassa s'inquiétait dans ses négociations constitutionnelles à chaque fois de voir le poids dans les ententes Fulton-Favreau, etc. C'est un élément important d'une négociation quand on négocie avec un autre peuple. Dans le cas du Québec, je pense que oui, c'est fondamental. Il faut évidemment bien peser l'évolution de notre société. Si on amène des francophones de d'autres pays du monde et qui participent pleinement à nos activités, c'est tout à fait serein, comme d'autres pays le font. Il n'y a pas de difficulté, on peut discuter là, sur un certain nombre d'éléments, mais l'important on est toujours dans la question comment on définit aujourd'hui un Québécois, je pense. Donc, un Québécois, c'est celui qui aime le Québec et qui aime et qui veut y travailler adhère de et façon sincère, qui adhère à un certain nombre de principes et qui partage aussi des lieux communs, une culture commune. Mais cette culture, encore une fois, elle évolue. C'est pas quelque chose de figé. On peut pas ce soir définir ce qui est un Québécois. On peut définir le Québécois de ce soir, mais celui-ci évolue, change et il évolue aussi pas uniquement dans les grandes villes. Il y a des Québécois dans les régions. Il y a une diversité de C'est une cultures au Québec. géométrie variable. Et il faut bien peser tout ça et faire en sorte que c'est un ensemble, c'est un amalgame qui fait une société qui s'appelle la société québécoise. Brièvement, Oui, puisqu'on oui, va très- passer à la deuxième En fait- question. En fait, je ne répondrai pas si vous n'aviez pas suggéré une idée fausse me concernant. L'idée, pour moi, d'un enracinement n'est pas contradictoire avec l'idée d'un saint cosmopolitisme. Je pense que le cosmopolitisme est une disposition d'esprit, c'est-à-dire une ouverture à la diversité des peuples. Je note, soit dit en passant, cela dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens chantent l'ouverture à l'autre, mais prennent bien peu la peine de s'intéresser aux autres, c'est-à-dire, on va chanter l'ouverture à l'autre, mais que sait-on de la littérature, française un peu quand même, américaine, croate, russe, on préfère une longue liste comme ça. Donc, l'authentique cosmopolitisme est un intérêt pour la profondeur de chaque culture. Ce n'est pas contradictoire du tout avec la volonté de s'assurer qu'il y a au Québec les assises démographiques nécessaires pour perpétuer ici une communauté nationale. Oui, voilà. Mais il y a quand même une diminution du poids démographique du Québec à l'intérieur du Canada et à Montréal, une diminution du nombre de francophones par rapport... Alors, on est quand même dans une réalité là, où le français n'est pas... voilà. On y reviendra ou pas. Tout à fait. Passons à la deuxième question. Patriotisme ou nationalisme? Multiculturalisme ou interculturalisme? Tous ces termes-là, pour une grande partie de la population, y compris je pense, dans les médias, sont souvent confondus. Est-ce que vous pourriez vous prêter un exercice de clarification? Ben, la patrie, Henri Bourassa disait, on est un drôle de peuple parce qu'on est à la fois avec des institutions britanniques, on vit en Amérique du Nord et on n'a qu'une seule patrie. La patrie, c'est le Québec. C'est notre terre, c'est là où on vit. Et le patriotisme, on peut le décliner de différentes façons. On peut parler d'un patriotisme économique, on peut parler d'un patriotisme culturel. Les Américains ont un fort patriotisme économique. Défendre les intérêts de sa patrie, défendre ses intérêts culturels, défendre ses intérêts politiques, c'est ça du patriotisme. Et ça on peut faire toutes sortes de démonstrations. Et je pense que tout le monde, tous les gouvernements du Québec, certainement depuis les années 60, ont tous, à un degré divers, une forme de patriotisme. Nous sommes dans une capitale nationale ici, donc il doit y avoir une raison pour ça que les partis politiques étaient d'accord pour statuer que nous avions une capitale. C'est difficile, parfois, certains collègues me disent que le patriotisme nationaliste, c'est la même chose. Où est-ce qu'on distingue entre les deux? C'est pas toujours évident. Il y a peut-être une zone grise. Évidemment, si on est nationaliste, normalement, on devrait être patriotique ou avoir un sens de la patrie. Mais est-ce que quelqu'un peut avoir un sens de la patrie sans nécessairement être nationaliste? Probablement aussi.
Quand on parle de nation, c'est l'identification à une nation. Puis encore une fois, je suis d'accord avec Mathieu, là, c'est l'idée, on ne peut pas distinguer le cosmopolitisme. Les deux s'intègrent très, très bien. Il n'y a pas de grand débat sur ça, mais une nation réfère essentiellement à ce sens de l'histoire, à ce sens de la culture, à ce sens de nos valeurs, je dirais, aussi démocratiques, qui sont très importantes dans une société et qu'il faut maintenir ce dialogue constant avec nos citoyens. Pour le multiculturalisme, l'interculturalisme, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Je vous dirais, pour moi, on n'est pas un melting pot américain non plus. C'est un débat politique, essentiellement. Pour moi, c'est une vision du fédéral versus la vision du Québec. Mais je souscris évidemment davantage à l'interculturalisme. Ça fait des années qu'on parle de ça, même dans les années 60. Je pense qu'on a un filon beaucoup plus intéressant sur le plan international, cet échange entre les cultures, cet échange qui permet à tout le monde de croître, je pense qu'individuellement, mais qui permet aussi d'avoir accès à d'autres types de littérature. Je dirais par rapport à Bock, il y a toute une littérature migrante importante au Québec. Les Dany Laferrière de ce monde et autres sont des Québécois qui ont apporté un élément majeur à notre vision du monde. Quand on lit un roman qui vient de quelqu'un d'autre qui nous regarde, c'est toujours intéressant. Je vous dirais, le meilleur exemple que je peux vous donner, quand j'ai vu une pièce de Michel Tremblay à Chicago en anglais, je me suis dit, c'est du Tennessee Williams. C'est aussi la même chose, c'est aussi universel et ça touche à toutes les dimensions de l'humain et la vie parfois difficile des gens qui ont à travailler de 9 à 5. Je ne prendrai pas la chanson de Dolly Parton, mais je ne ferai pas 9 to 5, mais c'est ça la vie aussi quotidienne des gens et c'est ça aussi qu'il faut tenir compte quand on parle des gens, des individus. Merci, Monsieur Lachapelle. Monsieur Barito. Bon. C'est des concepts pesants, ça. Quand j'ai distingué au début les nations issues de la création d'un État souverain des autres appellations de nations, j'ai cadré d'une certaine façon les formes possibles de nationalisme. La première forme se déploie dans un État indépendant et a pour viser l'homogénéisation de la vie collective sur le territoire de l'État par des politiques socio-culturelles, économiques, etc. Et c'est ce qui vise à établir une frontière entre un nous et les autres, qui sont extérieurs à cette nation. Le gouvernement des États-Unis, celui du Québec, y a eu recours. La Russie a manqué son coup, ce que vous avez signalé tantôt. Et il en fut de même aussi du gouvernement du Québec dans le sillage de la Révolution tranquille pour renforcer l'autonomie du Québec. La deuxième forme de nationalisme s'observe dans les nations définies sur des critères précédemment identifiés, c'est-à-dire les nations qui se définissent en fonction du passé et qui est la caractéristique principale, à mon avis, de ce qu'on pourrait appeler la nation québécoise. Les chefs tiennent un discours et promeuvent des règles d'homogénéité qui visent à les différencier des autres groupes sur le territoire qu'ils cohabitent. Au Québec, cette homogénéisation, comme je l'ai signalé tantôt, s'est faite sous l'égide de l'Église, des seigneurs, à la suite de l'entente de 1774 avec la Grande-Bretagne, qui fut reconduite en 1791, qui fut reconduite après les Patriotes en 1840, qui fut reconduite en 1867 et s'exprima politiquement avant et après la Révolution tranquille. Les démarches récentes pour renforcer cette homogénéisation au Québec ont eu une double incidence. D'abord, ça a touché tous les résidents du Québec, ce qui est excessivement important à retenir. Et ensuite, les programmes mis de l'avant ont contribué à la redéfinition des Autochtones, des Franco, des Anglo et aussi des gens issus de l'immigration. C'est à la suite de ces brassages-là qu'est né l'interculturalisme au Québec, en opposition au multiculturalisme canadien. Ce sont deux aménagements politiques différents, mais deux aménagements qui se basent sur le communautarisme,
Et ça, c'est extrêmement important. Dans l'un et l'autre cas, le patriotisme, qui est le dernier concept, qui renvoie, à mon avis, à un attachement sentimental, ce qui n'est pas rien, émotif, en un lieu d'ancrage. Il existe le patriotisme chez les Autochtones, chez les Anglos, chez les Franco, chez les gens de l'immigration. Quand ils s'installent ici, c'est leur coin, c'est leur patrie, c'est leur milieu de vie, et ils participent de cette société. Donc, ce patriotisme est structurant, comme il le fut aux États-Unis et dans la fondation de la plupart des États indépendants. Et ce qui fait que les États indépendants qu'on dit tantôt juridiques, pas civiques, dénudés de tout sens, mais non, c'est basé sur le patriotisme. C'est quelque chose de fondamental. Merci, M. Barito. M. Bocoté. Tout est une question de pays. Hein. C'est-à-dire, patriotisme et nationalisme en France, les deux termes sont très, très différents. Le patriotisme est positivement connoté. Le nationalisme est associé à la droite autoritaire, bon, par exemple. Donc, les mots en tant que tels, selon les pays, n'ont pas la même signification. Ici, longtemps, les souverainistes ont voulu constituer un pays s'inspirant des règles de l'Union européenne. En France, les souverainistes veulent sortir de l'Union européenne. Donc, sachons que ces concepts s'ancrent différemment selon les pays. Dans notre cas, je dirais, le patriotisme est une forme de fidélité, d'attachement spontané au Québec. Disons ça comme ça. Le nationalisme me semble être une volonté de penser le Québec d'abord. C'est-à-dire que le Québec n'est pas une province comme une autre, c'est l'expression politique d'une nation. Et de ce point de vue, le nationalisme implique donc un lien de fidélité, une hiérarchisation des fidélités, et le Québec arrive avant le Canada. Ensuite, on peut penser que le Québec doit s'associer au Canada, ou on peut penser que le Québec doit être indépendant. Mais dans le nationalisme, il y a l'idée que le Québec n'est pas simplement 25% de quelqu'un d'autre, comme disait Gaston Miron. Il y a cette idée que le Québec est une nation, quitte à définir ensuite son statut politique. Pour ce qui est du multiculturalisme, quant à moi, je me permettrai de le définir un instant. Le multiculturalisme, je le définis comme une doctrine fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, dans les pays occidentaux, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli identitaire et culturel de la société qu'il rejoignait. Le multiculturalisme renverse cette perspective. Il nous propose, et c'est désormais la société d'accueil qui doit transformer ses institutions, ses mentalités et sa culture pour accommoder la diversité. Et dans cette perspective, la société d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres qui ne doit pas user de son privilège démographique pour s'imposer comme culture de convergence. Quant à l'interculturalisme, à mon humble avis, c'est le multiculturalisme rebaptisé en termes québécois parce que le multiculturalisme canadien avait mauvaise réputation ici. J'achète de ce point de vue la définition de Daniel Weinstock qui nous disait que l'interculturalisme, c'est le multiculturalisme canadien, plus ce qui reste et j'ajoute, il disait plus la loi 101. Moi, je dis plus ce qui reste de la loi 101. Hein, cette loi gruyérisée par excellence. Alors, de ce point de vue, le mode d'intégration qui me semble convenir au Québec, c'est ce que Fernand Dumont appelait la culture de convergence. Une culture de convergence, c'est-à-dire ni multiculturalisme ni interculturalisme, mais une culture de convergence, c'est-à-dire il y a une majorité historique francophone qui est le pôle, le cœur vivant de la nation. Ensuite, les nouveaux arrivants s'y intègrent. En s'y intégrant, ils la transforment. Une culture n'est pas un bloc monolithique installé une fois pour toutes dans un moment du temps. Mais il s'intègre à cette majorité, il la transforme, elle évolue, mais cette majorité demeure, qu'on le veuille ou non, le pôle de référence à partir duquel nous pensons la nation. J'ai essayé de définir le plus brièvement possible ces 4 termes. Sur la question du patriotisme et nationalisme, je pense que ce qui ressort davantage dans le patriotisme, c'est l'attachement à la communauté politique, donc la dimension institutionnelle est plus importante, si bien qu'on peut avoir une dissociation entre la patrie et la nation. On peut être patriote européen si on sent appartenir à l'Union européenne, même si l'Union européenne ne forme pas une nation. Donc, alors que dans le nationalisme, je pense davantage qui est mis d'avant, c'est la dimension culturelle, donc attachement à la culture, à une langue, éventuellement une religion partagée, à une histoire commune. Donc, nationalisme, la dimension identitaire est davantage mise de l'avant que la dimension institutionnelle. Bien sûr, il peut y avoir un arrimage des deux. Dans le cas québécois, j'aime toujours rappeler que les patriotes, Papineau et les autres, étaient patriotes, mais également nationalistes, dans la mesure où le sentiment d'appartenance patriotique était destiné à une nation. Et moi, je préfère toujours me définir comme patriote dans le sens québécois du terme que nationaliste, puisque mon engagement politique est à l'égard de la patrie québécoise, qui est le lieu de vie symbolique de la nation québécoise. Pour moi, le patriotisme, ça a évidemment des racines romaines, ça a des racines patriotes, comme celle du Parti patriote.
Danick évoquait un instant Papineau. Vous savez, Papineau, le 15 mai 1837, lors de l'Assemblée de Saint-Laurent, près de Montréal, disait au fond, on va nous cantonner, on va dire que c'est une séparation de race, que nous sommes les Anglais, nous sommes les Français. Assez rapidement, effectivement, Durham va le dire. Mais ce que rappelait Papineau dès cette période, c'est qu'au fond, c'est un combat qui dépasse ça. C'est un combat, c'est une rupture du lien colonial. C'est une volonté de créer des institutions presque républicaines. À ce moment-là, peut-être c'est un peu moins clair qu'aujourd'hui. Mais bref, pour moi, patriotisme, ça a cette connotation, une connotation donc républicaine, autant que faire se peut, avec des sources claires. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, perdre de vue la culture québécoise, le tronc commun, mais ça permet aussi de voir un peu toute l'espèce tous les apports qu'on peut ajouter, évidemment, à tout ça. Pas juste l'immigration, mais aussi les Premières Nations, évidemment, qu'il ne faut pas mettre de côté, bien sûr. Au contraire, c'est, me semble-t-il, cette perspective. En tout cas, c'est la mienne, le patriotisme, parce que, justement, c'est une perspective institutionnelle. Et en même temps, Fernand Dumont, puisqu'on en parlait, quand on lui demandait, justement, quel est le patriotisme, quel est le sentiment québécois, ben, au fond, on disait, c'est pas grand-chose, sinon la pente du cœur, une espèce de sentiment qui reste, malgré tout, en bout de ligne, après avoir tout râpé jusqu'à un certain point, bien, il reste ça. Et pour moi, c'est quand même important aussi, et je pense que ça explique aussi cette volonté institutionnelle. Elle ne tient pas dans les airs, cette volonté institutionnelle, elle tient aussi grâce à cette espèce de sentiment qu'on peut avoir face au Québec. Monsieur Lachapelle? Je vais revenir sur multiculturalisme et Oui. interculturalisme. Finalement, vous voulez plonger là-dedans? Oui, j'ai senti qu'il fallait peut-être replacer le débat. Ce sont deux concepts politiques. Lorsque la commission Laurando-Danton a été créée essentiellement, le gouvernement fédéral voulait créer un État, c'est de la conférence sur le biculturalisme et le bilinguisme au Canada. Et M. Trudeau a décidé, lui, au contraire, qu'il ne voulait pas qu'il y ait deux nations, qu'on n'était pas deux cultures. Et il a décidé, parce qu'il avait déjà à l'époque dans sa tête une charte des droits, que son pays, lui, ce serait un pays multiculturel. Et ce multiculturalisme, c'était pour minoriser, d'une certaine façon, les Canadiens français, les Québécois au Québec. Donc, il y avait une volonté politique très, très claire derrière. C'est ça à quoi on s'objecte, Mathieu, tout le monde. On ne veut pas retomber dans un multiculturalisme où on met toutes les cultures égales. Le Québec a été un élément, fait partie de la culture canadienne. On a contribué à créer le Canada. On a des droits et il faut que ces droits-là soient respectés. L'interculturalisme, ça a été la réponse au multiculturalisme. On s'est créé, avant la Charte canadienne, une Charte des droits et libertés au Québec qui fait l'adéquation entre les droits individuels et les droits collectifs. Et ça, c'est fondamental dans notre culture. Trouver un arrimage où on peut à la fois reconnaître certains droits, mais qu'en même temps, il y a d'autres droits qui sont partagés et il y a des droits à l'éducation, il y a des droits où tout le monde doit avoir voix au chapitre et participer à l'élaboration d'une société québécoise. Donc, ces deux concepts politiques qui s'opposent essentiellement, je n'irai pas dans toutes les dimensions sociologiques, anthropologiques et autres, mais il faut un peu arrêter de toujours, je pense, opposer un à l'autre. Je pense qu'on peut développer quelque chose de beaucoup plus intéressant au Québec, de faire de cette société une société modèle. Et tout le monde qui vient au Québec reconnaît, et les Français surtout, qui arrivent en disant, il y a de l'espace, il y a un endroit pour respirer, on est capable d'exprimer quand même notre culture, mais en l'intérieur de paramètres collectifs qui sont très clairs et très définis au Québec. Et là, je suis d'accord avec Mathieu, il faut redéfinir nos principes collectifs, il faut remettre ça, il faut mettre ça sur l'échafaud, je dirais pratiquement, pour pouvoir couper certaines têtes, mais en même temps, il faut continuer de débattre de notre modèle de société. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le concept d'interculturalisme n'a pas eu le succès du concept de multiculturalisme au Canada. Oui, on l'a mal vendu. Ce qui, à mes yeux, moi, à mes yeux, c'est pas seulement une question de communication. C'est que foncièrement, le concept lui-même n'est pas assez clair pour qu'il puisse gagner en force politique. Donc, en ce sens, moi, je rejoins la critique de Mathieu là-dessus, même si je ne le rejoins pas totalement dans sa critique dans tous les aspects, mais sur l'aspect que le multiculturalisme et l'interculturalisme, en bout de ligne, c'est à peu près la même chose. C'est que ça repose sur à peu près la même conception libérale anglo-saxonne de la société. Bien sûr, on met un accent davantage sur l'aspect plus collectif dans l'interculturalisme, mais sans jamais aller au-delà des paramètres qui sont ceux qui ont rendu possible le multiculturalisme. Donc, moi, je pense que c'est un concept qui est à abandonner, puisqu'il n'a pas fait ses preuves politiques, tant si longtemps qu'il n'y a personne qui s'en réclame, si ce n'est
que quelques intellectuels dans certains siècles. Moi, à mes yeux, il faut trancher, il faut faire un choix collectif. Et là, moi, je plaiderais davantage pour une conception plus républicaine, notamment sur la question de clarté ou sur la question de la laïcité, qui serait un élément constitutif de ce modèle de gestion de la diversité. Je suis pas d'accord avec Daniel Wansock qui dit interculturalisme, multiculturalisme, c'est la même chose. C'est faux. Il y a eu tout un débat politique sur l'intégration, parce qu'il y a eu cette discussion-là, je pense à Gérald Godin, à d'autres. On a parlé de l'intégration des minorités, de les rendre partie prenante de nos débats politiques, et c'est là qu'on va gagner la partie. On arrive de deux dimensions historiques différentes. Là. Oui, Mais oui, rapidement, oui, dernier en fait, mot. sur cette question-là, juste un mot. Je suis parfaitement conscient que lorsque le concept d'interculturalisme est formulé au début, il y a une charge substantielle, du moins c'est dans l'intention de ceux qui vont le concevoir. Mais très rapidement, on constate qu'il va se vider de cette charge substantielle. Et je donne l'exemple de la commission Bouchard-Taylor. Dans la commission Bouchard-Taylor, il y avait cette idée que l'interculturalisme, on nous disait c'est différent du multiculturalisme, parce qu'il y a une culture commune. Mais quelle est la culture commune? C'est la culture fondée sur la Charte québécoise des droits et libertés. Bon, alors c'est la même chose que à partir de ce moment-là, la culture commune n'avait aucune substance, ce n'était qu'une forme de patriotisme constitutionnel à la québécoise. Donc de là mes réserves par rapport à ça. Puis juste, donc la notion de culture commune, à mon avis, doit être substantielle, c'est-à-dire faire appel à l'histoire. Et j'aimerais juste donner un exemple pour montrer comment, par ailleurs, le Québec se sert bien mal lui-même, tiré du très beau livre d'Akos Verbocci, Rhapsodie québécoise, un livre magnifique, où il raconte son parcours de jeune immigrant au Québec. Il arrive dans son école de Côte-des-Neiges, je sais pas trop, à 11 ans, disons quelque chose comme ça. Et à l'école, on demande à chaque enfant d'amener, ou on distribue les drapeaux du pays d'origine de chaque enfant. Mais on ne leur donne pas à chacun un drapeau du Québec. Alors, c'est un bon exemple, je crois, cette espèce d'invitation au repli sur l'origine de l'autre pays, et le Québec lui-même ne s'offre pas en partage. Et Akos raconte une scène qui est bouleversante là-dedans. Il y a la journée interculturelle, c'est inévitable. À la journée interculturelle, ben là, chaque communauté ethnique présente dans l'école, il y a une danse pour elle. C'est un groupe de danse qui est invité. Donc, les Moldaves applaudissent le groupe moldave, les Haïtiens applaudissent les Haïtiens, les Latinos applaudissent les Latinos, et ainsi de suite. Arrive à la fin la troupe de danse. Dans la troupe de danse, elle dit, eh bien là, puisqu'on est au Québec, vous nous permettrez, on va faire une danse tirée de la culture canadienne-française. Et là, l'ensemble de la classe, composée d'enfants pour l'essentiel disons, qui ne sont pas de souche, comme on dit, guillemets, se lève et décide de huer le groupe comme s'il s'agissait de quelque chose d'avilissant à l'avant. Au point où le directeur d'école va se promener dans chaque classe ensuite en disant... Je vous apprends que vous êtes au Québec et un respect minimal pour la culture de la société d'accueil ne serait pas de trop dans de telles circonstances. Akos raconte ça, c'est bouleversant. On ne peut pas le suspecter, je crois, d'être un nationaliste grouxiste. Alors, de ce point de vue-là, je pense que la société québécoise, lorsqu'elle ne parvient pas dans ses écoles, à tout le moins, n'y est pas parvenu pendant longtemps à susciter cet attachement du cœur dont nous parlons, cette capacité de s'approprier le destin de cette société. Ça fait partie des choses qui m'inquiètent. On aime se réfugier derrière des définitions généreuses. Mais on se tire dans le pied dans la réalité. Ben, quand une école est incapable de transmettre ce sentiment spontané d'appartenance au Québec, il y a quelque chose de grave. Merci. Alors écoutez, on s'arrête là. Vous continuez de réfléchir, je le vois. Mais on passera à la troisième question qu'on vous avait proposée, une question un peu provocante. Alors, quels sont les dangers et les vertus du nationalisme? Autrement dit, à quoi sert le nationalisme? Est-ce qu'il est souhaitable ou est-ce que c'est un concept dépassé? Encore une fois, il ne faut pas retourner dans l'histoire. Il y a eu des nationalismes, évidemment, qui ont dérapé. La Deuxième Guerre mondiale nous l'a démontré. C'est pour ça que je reviens. On était dans une période, je dirais, au moment de la Deuxième Guerre, où les nations étaient en train de se définir, de se construire. Mais ce qui est le plus important pour moi, je vais vous dire le danger ou les vertus, et là je reprends un peu, j'essayais de travailler à un moment donné sur le nationalisme de M. Lévesque. Et M. Lévesque disait tout simplement, un nationaliste, c'est d'abord faire un pays pour soi, travailler pour soi, et non pas faire un pays contre quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On ne fait pas un pays contre des gens. Les dangers du nationalisme, c'est quand on commence à faire ça et à identifier des gens sur lesquels on va ostraciser. L'histoire nous a enseigné tellement de choses là-dessus qu'il faut faire très, très attention. Et c'est dangereux. Le nationalisme a de belles vertus dans la mesure où il s'intègre, il permet d'intégrer. Et encore une fois, je reviens à Gérald Godin et à d'autres, dans la mesure où on est capable de travailler avec les autres et de construire un pays. Et c'est là qu'est la force, je pense, d'un nationalisme positif, d'un nationalisme qui nous permet de croître comme nation et d'offrir aux jeunes, d'offrir aux plus jeunes. On peut bien sortir des cas particuliers, mais je peux aussi vous sortir plein de cas
de jeunes que je connais à Concordia qui adorent le Québec, qui vivent au Québec depuis des années et qui ne sont pas nés au Québec. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut vivre, mais il faut travailler avec ces gens-là pour nous permettre de croître comme nation et un jour, peut-être, et ça, quel que soit le modèle politique, mais qu'on ait une société totalement ancrée dans ce 21e siècle. D'abord, est-ce dépassé? Au sein de l'Union européenne, les politiques à caractère nationaliste touchant les marchés sont neutralisées, de même que les contraintes d'un État membre à la circulation de la main-d'œuvre, à l'application de mesures sociales, on l'a vu avec le Brexit, et au dépassement des niveaux de dette qui sont ciblés. Il en découle des pratiques nationalistes qui, hier, étaient en vogue, sont maintenant de moins en moins tolérées. Mais par contre, ça n'empêche pas que ces pratiques continuent d'exister. On le voit très bien en France, qui revient à ses bases pour affirmer ce qui constitue son État indépendant, qui est le respect de la démocratie et de l'égalité des citoyens à l'intérieur d'une république. Donc, ce sont des points importants. Sur le recours au nationalisme dans les États indépendants, il est peu approprié, à mon sens, de parler de vertu et de danger. On peut parler de dérive, comme dans le cas de l'Allemagne. On peut parler de dérive moi, je parlerai de l'État islamique. Je parlerai aussi de dérive actuellement en Syrie. Donc, il y a des cas de dérive, mais ce n'est pas lié nécessairement au nationalisme. Ce sont des dérives qui sont habituellement colmatées par l'ensemble des autres pays. On l'a vu avec le nazisme, ça a amené une guerre mondiale, on l'a stoppé, et en Yougoslavie aussi, mais c'est aussi ce qui est en train de se faire en Irak, la charge qui se prépare pour écraser l'État islamique. Donc, les processus sont plutôt des dérives. Quant aux vertus, c'est selon, je dirais, dans le sens que c'est possible qu'on puisse parler de vertu lorsqu'on est dans un processus d'homogénéisation, en autant qu'on n'arrive pas à faire, comme ça s'est passé aux États-Unis, d'éliminer des populations autochtones comme si c'était... on abattait des arbres. Donc, ce sont aussi des choses qui sont des contraintes. À quoi sert le nationalisme? Je dirais, ça dépend des conjonctures, ça dépend des contextes. La conjoncture et les contextes sont en fonction de décisions politiques qui sont prises à l'intérieur d'États souverains. Et aussi, est-il souhaitable? Ce qui est souhaitable, c'est ce qui va être une décision politique dans un contexte donné. On ne peut pas dire que le nationalisme est souhaitable de façon générale. Ouais. Ce serait une erreur. Ça serait oublier que ceux qui prennent les décisions de l'activer. Quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, on pense spontanément aux aspects négatifs, dégénérés, à la passion meurtrière que peut susciter le nationalisme. Pourtant, on devrait aussi se dire, par la Deuxième Guerre mondiale, que c'est aussi un exemple à quel point le nationalisme peut servir la démocratie, peut servir la défense d'une civilisation. Le général de Gaulle, lorsqu'il lance l'appel du 18 juin, il n'a pas exactement la psychologie d'un 68 heures en culotte courte. Pardonnerez l'image, c'est un nationaliste de la vieille France, avec une républicain de raison, monarchiste de cœur, homme du vieux pays qui fait l'appel du 18 juin et qui, avec une conception de la nation qui aujourd'hui en effraierait plusieurs, porte la défense de la France, porte la défense du pays, donc porte la défense de la liberté. Il en est de même de Churchill, qui aujourd'hui, s'il revenait dans nos sociétés, serait caricaturé en vilain populiste, xénophobe et compagnie. Donc j'entends par là que la nation a été, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un élément essentiel à la défense de la démocratie libérale, qui est le sel de notre civilisation, qui est le régime politique élaboré par notre civilisation. Quand on pense aux pays de l'Est qui ont subi la domination communiste et soviétique, les Polonais ont trouvé dans la défense de leur identité religieuse et nationale un élément sur lequel se replier pour assurer la défense de leur existence comme peuple, mais aussi pour assurer la défense de leur liberté. La société civile s'est recréée en Pologne à travers l'Église, à travers le nationalisme, sous l'occupation. Enfin, c'était pas une occupation soviétique, mais sous la domination communiste. Tout ça pour dire que c'était une occupation soviétique.
Fondamentalement, le nationalisme, évidemment, tout est question de ses usages, mais je crois qu'on a tort. Le définir en soi dans l'abstrait, je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que dans l'histoire, il a été aussi l'ami de la liberté. Dans le cas du Québec, je crois que le nationalisme est une conscience vitale de notre fragilité en Amérique. Kundera a la définition suivante pour ce qu'est une petite nation. C'est une nation consciente de sa fragilité. Je crois que le peuple québécois a oublié qu'il était fragile. Le peuple québécois aujourd'hui aime se faire croire qu'il conquiert le monde avec le Cirque du Soleil et Céline Dion. Le peuple québécois aime croire que sa langue est à jamais assurée. Le peuple québécois aime se conter des histoires. Il y a une fragilité fondamentale dans le fait québécois. Et qu'est-ce que le nationalisme ici? C'est la traduction politique de ce sentiment d'une précarité collective. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre sur le mode du repli, de l'inquiétude permanente, de la frilosité ou de je ne sais quoi, mais nous devons rester conscients que pour que le Québec demeure, il doit être désiré et voulu. Et l'autre nom de ce désir politique du Québec, c'est le nationalisme, qui est porteur, par ailleurs, plus largement dans le monde, d'une force d'enracinement sans laquelle la démocratie est condamnée à la déliquescence. Churchill et De Gaulle n'étaient pas des nationalistes. Churchill et De Gaulle étaient des internationalistes. Ils avaient une vision avec l'Europe et avec les autres. Oui, c'est contradictoire. C'était pas des nationalistes britanniques. Churchill ne défendait pas durant la Deuxième Guerre. Il avait une vision de son État, de sa nation, et il défendait avec les autres. De Gaulle, la même chose. C'était pas un nationaliste. C'était d'abord quelqu'un qui est en partenariat avec les autres pays européens. Je trouve que c'est assez réducteur de mettre tous ces gens-là puis ramener tout le monde comme des nationalistes. Il faut faire attention. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on était dans une autre dimension. Il y avait des situations qui se développaient. Les Japonais n'étaient pas nationalistes parce qu'ils envoyaient leurs avions à Pearl Harbor. On était dans une situation internationale complexe. On était à un début de guerre froide après qui a amené une redéfinition des frontières et des territoires. Donc, est-ce que le territoire... Évidemment, quand vous êtes menacé, Churchill s'est tenu debout, comme Roosevelt et De Gaulle, en disant non, l'État français, l'État britannique ne sera pas assimilé, ne sera pas mis en veilleuse par un autre État. Et de ce côté-là, les Britanniques, autant que les Français, ont payé le prix, puis ils ont payé un prix très élevé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a contribué, nous aussi, à faire en sorte à libérer l'Europe. Dire que le général de Gaulle n'est pas un nationaliste au sens le plus général du terme, ça me semble, pour le dire poliment, terriblement contre-intuitif. À ce que j'en sais, il se battait au nom de la France éternelle, de la France qui vient du fond des âges. Il se battait au nom de la... C'est pas nécessairement du nationalisme. Alors, selon la définition que j'en donne, à tout le moins, nous sommes devant certainement un homme qui était un nationaliste au sens le plus noble du terme, humaniste certainement, mais s'il y avait une conscience internationale, comme toutes les grandes nations, il avait une conscience de la place de la France dans le monde, par définition, mais ça ne voulait pas dire que ce n'était pas au sens le plus enraciné du terme, un nationaliste, qui n'est pas, à mon avis, vous le savez, un terme négatif. De même pour Churchill, qui se battait pour la grandeur de l'Empire britannique, contre, par rapport les nazis, qualifiaient ça de la barbarie païenne, quand même pas mal. Si Churchill n'est pas un nationaliste, ni De Gaulle, alors je crois que ce terme ne sert plus qu'à définir des phénomènes marginaux qui ne comptent pour rien. Bon, merci pour la Deuxième Guerre mondiale. On va passer à autre chose. En fait, sur l'utilité même du nationalisme, je pense que peu importe la définition qu'on peut en donner, le nationalisme sert à fournir un sens à la cohabitation de grands ensembles, grands regroupements humains sur un même territoire qui partagent une même langue, une même religion, une même culture. Ça donne un sens à la vie collective. Sinon, on a affaire à une société, un simple agrégat d'individus, mais les communautés politiques ne sont pas que des sociétés, elles forment des nations, des peuples, et c'est ce sens que vient fournir le nationalisme. Sur l'association entre l'État et la démocratie, Mathieu en a parlé, M. Barretou, vous en avez parlé. En fait, la démocratie libérale, de la démocratie moderne, elle est née dans le cadre national. Le lien le plus fort en politique, c'est entre l'État, la nation et la démocratie. Et les expériences qui sont faites, notamment en Union européenne, pour construire une démocratie européenne, se sont avérées jusqu'à présent des échecs. Pourquoi? Précisément parce que ce sont des expériences pour construire une démocratie dans des cadres qui ne sont pas nationaux. C'est le déficit national qui explique le déficit démocratique de l'Union européenne. Et est-ce qu'on pourra un jour voir une démocratie qui déborde du cadre national? Peut-être, mais je ne pense pas qu'on est rendu là aujourd'hui. Donc, ici, le nationalisme sert à fournir un sens, et notamment à la vie collective, sous sa forme démocratique, qui est la décision en commun, prise en décision par l'ensemble des citoyens, des grandes décisions qui les touchent tous. Donc, c'est l'association entre État démocratique et nation, à mes yeux, est le lien le plus fort. Il ne faut pas oublier donc ce lien-là. Et ceux qui décrètent aujourd'hui
la fin des nations en appelle évidemment ici à un effritement par la bande de la démocratie elle-même. La question me laisse un peu perplexe parce que les dangers, vertus, on a l'impression qu'il faille essentialiser le nationalisme alors qu'on l'a vécu d'une telle manière au Québec. Êtes-vous plus à l'aise avec le mot dérive? Oui, je suis plus à l'aise avec le mot dérive, d'autant qu'on a vu au Québec des gens, je pense à un très beau texte d'André Bello, qui est la même génération que Gérald Godin, des gens qui ont voulu créer une espèce de néo-nationalisme, ils se sont trouvés taxés des pires mots, hein, et des grands défenseurs finalement de la démocratie, ben, ce sont eux en bout de piste qui les ont envoyés en prison à Parthenay, il y a ma foi de ça, pas loin de 50 ans. Donc, pour moi, revenir sur les dangers du nationalisme, on les connaît, mais en même temps, c'est une dérive. Je pense que le mot est assez juste. Et puis, les vertus, ben, écoutez, pour moi, c'est très simple. C'est d'être capable de s'aimer suffisamment soi-même pour aimer les autres. Tout simplement, être capable, voilà, d'être ouvert aux autres. Et ça part de soi, il me semble, en tout cas. Alors, pour moi, ça, c'est une des très belles vertus du Donner un nationalisme. sens à la vie collective, pour Oui, reprendre vos je suis mots. tout à fait là, d'accord si je avec cite, Danick. Oui. c'est la même Et, chose. et oui. je continuerai dans le même sens. Monsieur Lachapelle. Quand le gouvernement du Québec a reconnu les nations autochtones, c'était un geste d'ouverture. On a tendu la main en disant, nous, on est une nation, vous êtes des nations avec lesquelles on peut partager un territoire, avec lesquelles on peut discuter. Et ça, je pense, c'est important. J'ai fouillé dans les archives, M. Lévesque, j'ai vu des lettres d'amour à M. Lévesque, des gens des peuples autochtones qui ont dit, enfin, vous nous avez redonné un sens à notre nation. Nous avons occupé ce territoire. Quand Champlain était ici, il n'y en avait pas une nation. Il y avait plusieurs nations. Et son idée de faire une France nouvelle, qui allait au-delà uniquement des questions religieuses, bien, on peut bâtir aussi. Donc, on est la seule province à le faire. Je suis fier qu'on ait fait ça, qu'on ait reconnu les nations autochtones. Est-ce que ça veut dire que les nations autochtones ont un nationalisme? Autre question. Peut-être, mais leur forme de Warriors, nationalisme... vous répondrez oui. Pardon? Les Mohawks, vous répondrez oui, peut-être. Ah, je sais pas. Peut-être. Peut-être certains, à différents niveaux, peut-être. Toutes les Premières Nations, probablement. Et les Premières oui, Nations. Oui, probablement. Et je dirais pense même au les Premières drapeau, Nations d'Amérique du Nord, probablement aussi, dans Oui. différents. En tout cas, je ne ferai pas toute mon histoire, là, mais je veux dire, j'ai participé, j'ai vu des réunions de tous les peuples autochtones, des peuples amérindiens d'Amérique du Nord. C'est clair que quand ils se réunissent, on a un sentiment très fort de nation, d'un certain nationalisme. Puis c'est à eux à définir, mais c'est pas à nous à le définir, mais c'est à nous de définir notre propre nationalisme. Mais qui est lié Mais c'est une vertu pour moi dans le sens où le mot nation peut devenir un outil de développement économique, politique et social. Et de développement démocratique. Et de développement démocratique, tout à fait. Et c'est ça le sens même aussi de... Ben, c'est vrai pour la nation, mais c'est vrai aussi pour tout groupe qui veut se développer. Vous avez parlé de l'échec de l'Europe. Est-ce que c'est l'échec d'une construction politique qui niait un peu la souveraineté des États-nations ou qui la réduisait? Ou est-ce que c'est l'échec d'une construction d'une nouvelle identité plus globale que celle des identités nationales? Si le nationalisme sert à fournir un sens à la vie collective de grands regroupements humains, l'Europe est un échec en ce sens où les Européens s'identifient encore aujourd'hui d'abord et avant tout à leur nation et non pas à l'Union européenne. Et jusqu'à présent, on n'a pas dépassé le cadre national pour construire une démocratie. Est-ce qu'on va y parvenir un jour? Peut-être. Hein, les nations ne sont pas éternelles. Dans 5000 ans, est-ce qu'on va vivre encore sur des nations? La nation québécoise va-t-elle exister? Ou 5000 ans, va-t-on même avant ça? Là? Dans 1000 ans, est-ce que la nation québécoise va toujours exister? J'en sais rien. 500, bon là, on diminue un peu, attention. Là. Mais, mettons 500, on va pas plus bas, OK. Il y en aura peut-être pas, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, la démocratie moderne, elle est née dans un cadre national, elle s'est développée dans un cadre national, elle est encore arrimée au cadre national. Ça, c'est un fait. Oui. Monsieur Bocoté? Oui, ben moi, je reprendrais la formule de Danick qui me fait sourire. Il dit dans 1000 ans, dans 500 ans. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est si la nation québécoise existe encore dans 50 ans. C'est plus prosaïque. Non, mais le concept de nation lui-même. Le concept de nation va bien se porter. C'est simplement que la nation québécoise n'existera peut-être... En fait, peut-être va-t-elle exister à la manière d'un souvenir, d'un rêve inachevé, d'un résidu démographique, de quelques vies. Finalement, c'est le destin de Mommy Daddy. Je pense, quant à moi, que longtemps, les Québécois ont vécu avec cette peur de la disparition qui les a amenés à lutter pour ne pas disparaître, disons ça comme ça. Or, la trop grande assurance des années présentes nous amène, me semble-t-il, à perdre le sens de cette vigilance sans laquelle il n'y aura pas de poursuite de l'Amérique française sous le nom de Québec. Pour ce qui est des vertus du nationalisme, un dernier mot là-dessus.
Une communauté politique doit avoir un sentiment d'identité partagée, qu'on le veuille ou non, pour être capable, ne serait-ce que de transcender nos désaccords. C'est-à-dire, si j'accepte d'être dans l'opposition pour 4 ans, 8 ans, 13 ans, 15 ans, j'en sais rien, c'est parce que je sens que je participe néanmoins à la même communauté de destin et qu'on peut renverser la majorité, la minorité, ainsi de suite. C'est le jeu politique. Au-delà de nos différences, nous avons une aventure collective partagée. Si nous n'avons plus une telle aventure collective partagée, eh bien, c'est la possibilité même du bien commun qui s'effrite devant nous. Merci. Alors, écoutez, je vous soumets la 4e question avant de passer aux interventions des gens de la salle. Alors, 2 minutes, s'il vous plaît. Quel pays aujourd'hui, quelle identité nationale dans le cadre de la mondialisation, on a commencé à en parler, les mutations transfrontalières. On a un monde qui évolue très rapidement, les blocs économiques, les grandes zones d'influence se sont modifiées. Alors, qu'est-ce qui arrive des identités nationales dans cette grande mouvance de la mondialisation? Alors, M. Livernois. Bien, d'emblée, l'argument n'est pas nouveau. Hein. Évidemment, on a tellement parlé de ça, des grands ensembles qui, semble-t-il, devraient nous amener à envisager les choses d'un point de vue international, ce qui est tout à fait vrai. Mais ce qu'on voit dans l'histoire des idées au Québec, c'est que depuis André Laurando en 1935, Fernand Dumont, Gaston Miron même, qui disait on ne sort pas par la calotte, hein, on ne peut pas monter vers l'universel d'un simple coup. Il faut passer par une nation, puis une nation bien ancrée, une nation bien construite. C'est pas un ancrage, c'est pas un boulet, au contraire. Alors, c'est un tremplin. C'est un tremplin, me semble-t-il. C'est tout simple à dire. Mais ça me rappelle aussi ce que disait Fernand Dumont, quand il dit, au fond, les fédéralistes qui nous disent, vous savez, vous devez sortir de ce petit ensemble qu'est le Québec. Mais il dit, dans ce cas-là, pourquoi s'arrêter au Canada? Hein? Pourquoi le Canada, ce serait soudainement mieux? Voilà, pour moi, c'est très important de le rappeler. Et puis, je trouve que le fil de l'histoire nous montre bien, de ce point de vue-là, et que ça ne change pas grand-chose en bout de piste. De toute façon, il n'est pas fermé, ce Québec-là. On nous dit, à l'époque de la mondialisation, les nations sont assez fritées, les mutations transfrontalières, les mutations identitaires se font sentir sur les nations elles-mêmes qui perdent leur sens. Moi, j'entends davantage ici un discours, celui entretenu par une certaine élite, qui tire profit de ce discours qui n'est pas ancré dans une réalité si forte. Le sentiment national peut varier. Hein, le référent national n'est plus le même pour un Canadien français des années 50 qu'il l'est aujourd'hui pour un jeune Québécois en 2016, mais le référent national demeure. Donc, ce discours sur lequel il a disparu, il est à disparaître, les nations sont effritées et tout, c'est entretenu par une certaine élite cosmopolite qui tire profit d'une position hégémonique qui est la sienne, notamment une position économique, position de domination culturelle, mais ce n'est pas une réalité si vraie. Je ne suis pas sociologue, je ne peux appuyer ça par un propos qui serait des études scientifiques ou savantes ou par sondage, mais à mes yeux, le sentiment national est toujours présent dans toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, même si ça prend plusieurs formes, même si ça évolue. Pour terminer là-dessus, une identité, le propre de toute identité d'une culture collective, c'est qu'elle change tout en demeurant la même. Elle prend une nouvelle forme. La nation canadienne-française change tout en devenant québécoise, mais à travers ce processus de mutation, demeure la même. Donc, changer de forme, mais garder l'essence. Toujours. Et donc, en ce sens, le sentiment national lui-même va suivre cette progression. Mais dire cela n'est pas dire que le sentiment national n'existe plus, puisqu'il a changé. Non, il est toujours là. Je pense qu'il y a les grands discours sur la mondialisation qui définissent certaines réalités, les changements technologiques et ainsi de suite. Économique, mais l'immigration aussi. Oui, forcée, bien sûr, l'immigration massive, oui, bien sûr. Massive. Mais je pense qu'il y a ce rappel élémentaire, c'est-à-dire on n'est pas universel immédiatement. On a besoin, c'est ce que disait Livernois, je suis absolument d'accord là-dessus, de médiation pour s'inscrire dans le monde. Et ces médiations, ce sont les nations qui sont autant d'ancrage à partir duquel il nous est possible ensuite de nous projeter vers l'universel. Ce qui me semble certain, c'est que si on décide de détacher, de priver l'homme, comme si on voulait l'affranchir de tout cela, on le prive de sa culture, de sa civilisation, de sa nation, de sa religion, de sa langue, qu'en sais-je, eh bien, à terme de cela, on n'aura pas un homme libre, mais on aura un homme nu. Un homme grelottant dans un monde trop froid pour lui. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il y a une part d'humanité élémentaire dans le fait d'adhérer à la communauté politique qui est la nôtre. C'est une part essentielle de l'âme humaine qui s'accomplit là. Par ailleurs, pour ce qui est de l'actualité des choses, nous étions encore dans la mondialisation le 23-24 juin dernier, et dans ce contexte, qui n'était pas seulement celui de la fête nationale, bien que j'ai fêté autrement cette année, les Britanniques nous ont rappelé la pertinence de l'État souverain, de l'État-nation indépendant. Alors peut-être que les Britanniques, dans leur grande majorité, étaient dépassés. D'ailleurs, quand j'entends ça, c'est dépassé, je veux toujours savoir par quoi.
Parce que qu'est-ce qui nous a dépassés? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, évidemment, quand les Britanniques ont décidé de voter contre... finalement pour la sortie de l'Union européenne. Alors soudainement, la démocratie semblait moins valable pour certains. On faisait le portrait des électeurs qui avaient voté pour le Brexit en disant, vous savez, ils sont pas instruits, ils sont pas vraiment civilisés, ils sont inquiétants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, pas d'ouverture sur le monde. Les jeunes civilisés, instruits et cosmopolites, eux, ont voté oui. Est-ce qu'on doit vraiment tenir compte des résultats du référendum? Autrement dit, on n'avait pas vraiment le bon peuple. Donc aussi bien se passer de peuple pour certains. Et je note qu'une fois que la Grande-Bretagne pense partir, eh bien les Écossais, quant à eux, disent c'est l'occasion de repartir aussi. Alors quand on dit aux Québécois, ouvrez-vous sur le monde pour quitter le nationalisme, moi je dis plus vous ouvrez sur le monde, plus vous découvrez des nationalismes en mutation, prospères, plus on s'ouvre sur le monde et plus on veut quitter le Canada d'une certaine manière. Merci, M. Bocoté. M. Barito, alors... Oui. J'ai de la misère avec un concept comme celui d'identité nationale. À moins qu'il soit relié à l'idée de l'identité à un État indépendant, faire appartenance à cet État. Ça a de l'allure, mais de l'identité nationale, je ne sais pas à quoi ça peut référer. Bon, toujours est-il que le concept d'État-nation a grossi, s'est accentué après la Première Guerre mondiale sous l'effet de l'industrialisation. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a poussé et a continué à se former jusqu'à ce qu'il y ait une crise majeure qui a été la chute du mur de Berlin, qui a rendu le monde de Yalta, celui qui avait été dessiné en 1945, comme étant obsolète. Et se sont produits toute une série d'organismes supranationaux par des États déjà existants, signataires. Le Québec est signataire d'aucun de ceux-là. Par ces États, il y a eu des transformations. Par contre, ce sont les États nationaux qui ont réalisé ces organismes-là. Et par adhésion volontaire. Par adhésion volontaire, puis comme éventuellement par sortie volontaire. Donc, l'État nation, s'il n'existe plus, il reste qu'il y a des États indépendants qui deviennent. Par contre, ces États indépendants dans le monde, Yalta, sont appelés, pas Yalta, sont appelés à se redéfinir, à resserrer un peu l'interne de ce qui leur reste, parce qu'ils ont mis ensemble un paquet de choses. Donc, ils resserrent davantage, de telle sorte que les mouvements de revendication autonomiste sont mal vus, sont rejetés. Et c'est à cause un peu de ça que ce qui se passe en Catalogne et ce qui se passe en Écosse, c'est de dire non, on ne va plus dans l'autonomie, on ne va plus dans des quêtes de souveraineté, on va vers la création d'un pays, et sur une autre base que celle de ce que nous prétendions être, c'est-à-dire un État national, un État-nation à l'intérieur de la nation de la Grande-Bretagne. Maintenant, on va refaire ce concept-là avec l'ensemble des citoyens, à partir de ceux qui veulent fonctionner à l'intérieur du pays. Et ça, c'est le défi, à mon avis, que ça pose au cas québécois. Je reviendrai tantôt. Depuis 1990, il y a 30 nouveaux États qui se sont ajoutés aux Nations unies. 30. On pourrait être le 31e, ça vous tente? Mais... c'est surtout en Russie. Ah? Oui, ben, il y a eu l'ex-URSS. Pas avant 2022. Ben, ça a l'air. Tu décideras, là. C'est pas moi qui ai décidé ça. Mais la mondialisation, évidemment, a changé beaucoup de choses. Et je pense que ça a été globalement, puis j'ose le dire, ça a été bénéfique au Québec. Le Québec a pu, comme petit État, les entités subétatiques ont réussi, un peu partout dans le monde, à avoir la capacité de rayonner sur la scène internationale. Je donne toujours l'exemple que les États américains ont maintenant plus de représentants à l'étranger que le gouvernement américain. Pourquoi? Parce que dans les dernières années, tout le monde a son mot à dire, a sa voix au chapitre pour entrer dans des échanges, qu'ils soient culturels, économiques ou autres. On participe davantage à l'ensemble du développement économique. Je peux faire un débat avec vous sur les vertus du libre-échange, sur l'Union économique européenne. Les Anglais viennent de dire c'est pas bon. Sur le Trans-Pacifique, c'est une autre question.
Mais essentiellement, ce que la mondialisation a offert à des petites nations de pouvoir s'exprimer sur la scène internationale. Et ça, c'est un élément important. Sur les mutations transfrontalières, je ne suis pas tout à fait certain de ce qu'on entendait, mais évidemment, ça amène une plus grande possibilité pour les citoyens de pouvoir aller, de se déplacer plus rapidement et d'aller d'un pays à l'autre et peut-être de s'implanter dans différents pays, ce qui n'est pas vraiment le cas tout le temps. Mais c'est clair qu'il y a eu des changements de frontières, il y a eu des changements, des regroupements en Amérique latine aussi. Il y a des pays qui ont eu des fortes croissances, je pense au Brésil, l'Amérique latine. Les pôles ont changé. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir un peu dans les grandes transformations. Ceux qui étaient là il y a 20 ans, les grands joueurs, ont changé. Et ça, il faut un peu profiter de tout ça. Pour le Québec, aujourd'hui, évidemment, ça bouscule notre identité. Ça remet en cause, quand on arrive dans ces identités nationales. On se définit, comme je vous disais, au point de départ par rapport aux autres, par rapport à d'autres pays. Où sommes-nous aujourd'hui sur la planète Terre? Que voulons-nous offrir et que voulons-nous offrir au concert des nations? Ça, pour moi, c'est des questions fondamentales. Est-ce que nous sommes une société, un modèle par rapport à d'autres sociétés? Mes collègues qui viennent de l'extérieur, qui disent « Vous êtes un modèle d'égalité homme-femme ». Nous avons fait un bout de chemin. On a fait un bout de chemin sur l'égalité homme-femme au fil des années. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour nous développer et rester un modèle pour tout le monde? Et c'est ça qui est le défi de la mondialisation, c'est d'exporter nos politiques, quelles qu'elles soient, et d'amener ça à d'autres pays. La notion de culture de convergence, à mon avis, sa valeur ajoutée, disons ça comme ça, c'est tout simplement qu'elle définit la nation par l'histoire. Elle ne le définit pas d'abord à la manière d'une communauté procédurale, disons ça comme ça, mais à la manière d'une histoire. Et elle fonde, à mon avis, elle donne de meilleures assises pour assurer notamment la défense de la langue française et l'intégration des nouveaux arrivants, en proposant, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire, en proposant dans ce qui serait une hypothétique citoyenneté québécoise, quelque chose qui marque quand même une différence plus forte avec l'ensemble canadien, bien sûr, mais qui identifie, autrement dit, au grand repère culturel de la majorité historique francophone, le cœur de la nation. Le cœur de la nation ne veut pas dire qu'elle épuise la nation, mais je crois que c'est un principe de base. Vous avez parlé des tests de la CAQ, il ne faut pas les ridiculiser exagérément. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a un test Burkini n'était peut-être pas l'idée du siècle. Je souligne, soit dit en passant, vous savez comment ça fonctionne quelquefois les médias, c'est assez fascinant. Legault dit qu'il y a un test de citoyenneté. Bon, ça existe dans tous les pays du monde. Quand on veut rejoindre un pays, il y a des tests de naturalisation. Des tests de naturalisation, ça implique quand même l'idée qu'on adhère au pays d'accueil. Il faut vraiment être très provincial. Je ne dis pas ça pour vous, mais je parle de nos médias, souvent très provincialisés pour croire que c'est une idée exceptionnellement novatrice, l'idée qu'il y ait un test à passer pour rejoindre un pays. Ça fait partie des critères de naturalisation. Alors Legault dit ça, et là on lui pose la question, est-ce qu'il va y avoir un test Burkini? Puis là, je pense qu'on lui pose, si je ne me trompe pas, une quinzaine de fois la question. Manifestement, il ne définit pas sa proposition comme telle. À la 15e fois, il est tanné. Il dit, il pourrait avoir des questions comme ça. Les médias s'emparent de la chose. Il y aura un test Burkini pour la CAQ. Et là, pendant 3-4 jours, il doit se défendre de sa proposition de test Burkini. Alors, je trouve qu'il y avait, dans ce mauvais sort réservé à Legault dans les circonstances, quelque chose qui en disait plus sur le dysfonctionnement des médias que sur la proposition de la CAQ. Une fois que c'est dit, quant à moi, s'il faut y avoir des mesures qui renforceraient l'identité nationale, ce serait surtout, à mon avis, sur le plan linguistique que j'agirais. C'est-à-dire, je pense que la Charte de la langue française, d'ailleurs, Éric Poirier, un juriste remarquable, a sorti il y a quelques jours un livre qui fait l'histoire des modifications à la Charte de la langue française depuis quelques années, depuis 1977, et il montre comment elle a été mutilée à plusieurs endroits, de plusieurs manières. C'est un livre très intéressant qui est paru au Septentrion. Donc, je pense que le renforcement de la langue française, de la Charte de la langue française me semble être une politique qui s'inscrirait dans cette idée de convergence. Quand le gouvernement du Parti québécois a décidé de renforcer l'enseignement de l'histoire nationale, je crois que c'était dans cet état d'esprit aussi. Quant à la Charte des valeurs, je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, elle n'avait pour elle que la majorité des citoyens. Bon, il n'y avait pas, il faut le rappeler quand même aussi, je pense qu'elle avait une idée, on peut être en accord ou non, je crois que la vertu de cette charte, c'était de marquer une différence significative de modèle d'intégration avec le Canada. Ensuite, manifestement, les circonstances en ont voulu autrement, mais l'idée qu'il y ait quelque chose comme un commun
qui transcende les communautarismes, les minorités, les différentes appartenances. Je crois que l'idée de reconstituer un commun devrait être l'horizon politique du nationalisme québécois. Merci, M. Parenteau. Très brièvement, le commun auquel tu appelles, Mathieu, ne peut pas reposer exclusivement sur l'attachement à une histoire commune. Moi, je pense que cette dimension-là ne peut pas être évacuée, on est d'accord, mais davantage, à mes yeux, c'est le sentiment d'appartenance à un projet collectif commun qui se construit justement par l'adhésion à un sentiment national commun. Donc une projection dans l'avenir. La projection, également. à mes yeux, est aussi importante que strictement, ou même plus, on peut en discuter. Donc, c'est important de le dire. Moi, que le nouvel immigrant ne se sente pas interpellé par les rigodons ou je sais pas quoi. C'est pas de ça dont je parle. J'exagère. Je caricature ici volontairement, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir que cette personne-là veut, avec moi, construire le Québec qui s'en vient. Monsieur Livernois. Il y a une chose, on n'a vraiment pas parlé de projet de société au sens de valeur aussi, de projet, disons, de justice sociale. La bonne vieille gauche-droite, finalement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut accrocher à ce projet-là. Pour moi, un des grands problèmes de l'indépendantisme actuellement, c'est cette incapacité, c'est une espèce de coquille vide, finalement, où on ne sait pas trop quel projet de société va être intégré. Le débat n'est pas nouveau, évidemment. Les gens de Parti pris l'avaient dans les années 60. Gaston Miron pouvait dire, au fond, on va faire le pays, puis après, on se battra sur la manière Le de vivre. nationalisme n'est ni de droite ni de gauche au départ. L'idée, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on veut dans ce projet de société-là? Et moi, ça me semble capital, puis depuis tantôt, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un fait. Juste un petit mot 30 là-dessus, vous me secondes, pardonnerez. hein. On n'en a peut-être pas parlé parce que, par définition, dans le Québec indépendant, il va y avoir des élections. Des fois, la gauche va gagner, des fois, la droite va gagner, des fois, les sociodémocrates vont gagner, d'autres fois, les libéraux vont gagner. Puis quand à la famille souverainiste au Québec, pardonnez-moi, elle rassemble des gens. En 95, pour le dire Monsieur comme ça, je vous arrête. juste un mot, en fait, un mot avec des traits d'union. Éric Duhem et Amir Kadir votaient pour le camp du oui. Lucien Bouchard votait pour la même chose que Louise Arel. Ils n'avaient pas tous le même projet de société, ces gens-là. s'arrête. Mais ça ne marche On plus s'arrête. comme ça, je pense, maintenant. On Je verra. pense On que s'arrête. cette convergence-là ne On fonctionne s'arrête, pas. on le verra pendant les prochains mois. La mondialisation, d'abord, on la voit du point de vue du libéralisme économique. Et ça, je suis d'accord avec vous. Là, tout le monde est d'accord sur dire que les règles internationales de gouverne et d'échanges commerciaux doivent être un peu mieux encadrées. On ne peut pas laisser aux riches de la planète gérer l'ensemble. Et on ne peut pas avoir des paradis fiscaux, etc. Ce que je vous dis, c'est que le Québec en a profité. D'autres petites nations, la Catalogne, l'Écosse. L'Écosse fait beaucoup plus de commerce avec... Ils veulent rentrer dans l'Union européenne. L'Irlande veut rentrer dans l'Union européenne actuellement parce qu'ils veulent... Puis ils ont trouvé leur échange, un marché, mais plus qu'un marché. C'est des relations économiques, c'est des relations culturelles, c'est des échanges universitaires. C'est un ensemble de choses qui permettent à un pays d'exporter à la fois, non seulement sur le plan économique, puis moi, je ne parle pas uniquement du plan économique, je parle du plan culturel. Je vous donne un exemple. La Convention sur la diversité culturelle. Le Québec a été un des acteurs déterminants dans cette convention internationale. On l'a fait sans être un État indépendant. On a été capable, sur la scène internationale, de faire la démonstration que la culture devait être retirée des négociations commerciales et que ce n'était pas négociable que la culture soit amalgamée avec les grands majors américains et autres. On a encore du travail à faire sur ça. Mais ça a permis à des petites cultures, à l'intérieur d'un cadre comme celui-là, de développer eux aussi leur créneau. Ça permet aussi à la francophonie de jouer son rôle sur la scène internationale, de développer des pôles et de restructurer, je vous dirais, des relations qui étaient essentiellement sur des lignes commerciales. Maintenant, on peut avoir des liens politiques. Et le Québec a fait cette démonstration-là. On le fait aussi avec le libre-échange, avec les États-Unis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sans le Québec, il n'y aurait pas eu de libre-échange avec les États-Unis. Le reste du Canada n'en veut pas. Non. Oui, parce que ça faisait partie. Pourquoi est-ce qu'on a décidé, nous, d'appuyer ce libre-échange? Parce qu'on y a vu comme une bouée de sauvetage, une porte pour nos exportateurs. Vous pouvez me dire, les exportateurs n'ont pas tous eu le gain de cause, surtout les petites et moyennes entreprises. C'est celles-là Mais c'est sûr que les grands, par rapport aux petites et moyennes entreprises, il faut faire des distinctions. Mais le monde était plus mondialisé en 1905 qu'aujourd'hui. Il y avait 2-3 grands pays. L'Angleterre régnait sur la scène internationale. La mondialisation est beaucoup plus parsemée, divisée, et c'est à nous de trouver les bonnes stratégies pour être capable de tirer nos marrons du feu. L'Empire a changé d'allure, en tout cas. Merci beaucoup. Beaucoup. C'est qu'au Québec, on a dénigré le nationalisme québécois en partie, pas exclusivement en partie, en prenant une posture nationaliste canadienne. Donc, autant, moi, ce qui m'étonne toujours quand je vais au Canada,
c'est à quel point l'expression de signe identitaire fort canadien, c'est partout, partout, partout. Il suffit d'ouvrir la télévision à CBC, et là, évidemment, j'en prends... Durant la période des Olympiques, c'était hallucinant. Là. On entendait le mot Canadian, Great Canadian, Canadian, la nation canadienne, à toutes les 30 secondes. Même dans l'apogée du nationalisme québécois, on n'était pas là encore. Donc là, il y a un nationalisme. Les Canadiens anglais se sont donné une nation à eux, très bien. Ils ont réussi à se donner une nation à travers un ensemble politique épars. C'est très bien pour eux, mais il est vrai qu'on a critiqué le nationalisme québécois en adoptant cette posture nationaliste canadienne. Au Canada, effectivement, toutes les différences sont les bienvenues, sauf la différence québécoise, qui est la seule différence qui est fondatrice, soit dit en passant, politiquement. J'ai appris récemment, ça m'a beaucoup amusé, que dans certaines universités au Canada anglais, il y a, par exemple, des cours, vous savez, avec la question de la sensibilité à la diversité, aux minorités aujourd'hui. On m'apprenait qu'il y avait des cours pour tenir compte de la sensibilité minoritaire lorsqu'on écrit un article sur une communauté. Donc, si on parle des Roms, si on parle des Colombiens, si on parle des Amérindiens, manifestement, ce cours-là ne se donne pas à propos du Québec. Lorsqu'on parle du Québec au Canada anglais, on en parle avec... et ça me frappe quand même à quel point c'est invisible dans nos débats publics, mais il y a la saine assurance du colonisateur sûr de lui au Canada anglais lorsqu'on parle du Québec. Trop souvent encore aujourd'hui, c'est pas le cas de tous les Canadiens anglais évidemment, mais il y a cette idée, on regarde le Québec comme un phénomène tribal un peu inquiétant. C'est comme si on avait intériorisé la vision de Trudeau. Fondamentalement, les Québécois portent en eux-mêmes une tentation intolérante, une tentation autoritaire, et heureusement que le Canada est là pour les civiliser, pour les encadrer, pour éviter qu'ils retombent dans je ne sais quel penchant ethnique inquiétant. Alors, c'est assez fascinant. Puis le régime de 82, avec la constitutionnalisation de la Charte, est fondé en bonne partie sur cette lecture de l'histoire. On a tendance à l'oublier, à quel point le régime de 82 est fondé sur une pensée qui s'est élaborée dans les années 50 et qui était une forme de critique fondamentale du nationalisme québécois juste dans son simple droit d'exister. Alors, quand on évolue sans arrêt dans un pays qui est fondé sur la censure de ce que nous sommes, ne soyons pas surpris que de temps en temps, certains portent cette identité comme un fardeau. C'est clair qu'un nationaliste canadien, il n'y a pas de doute, qui s'exprime de toutes sortes de façons. À compter les drapeaux sur les pelouses, en tout cas, c'est clair. Puis, comme disait M. Chrétien, the flag on the hood. Oui. Puis la Molson Canadian aussi. Mais il y a quand même ce sentiment un peu partout de Canadien. Pierre Trudeau s'est opposé à un type de nationalisme dans les années 50. Il ne faut pas l'oublier. C'était le clérico-nationalisme. La domination de l'Église catholique sur la société québécoise. C'était ça, son combat. Dans son livre sur la Société canadienne-française, c'était une opposition à un nationalisme où les évêques mangeaient dans la main de M. Duplessis. Et ce qui a eu un impact majeur sur la société. Je ne pense pas qu'on veut retourner au clérico-nationalisme de 1950. Ce que je veux vous dire, c'est que la Révolution tranquille a amené un autre type de nationalisme. Tous les partis politiques au Québec sont nationalistes à divers degrés. La Révolution tranquille était un acte courageux d'amener des changements institutionnels. Le Parti québécois en 1976, ça a été la même chose. Et M. Bourassa aussi a fait une forme de nationalisme avec... il y avait une nationaliste à cette époque-là au sein du Parti libéral qui est peut-être plus là aujourd'hui, mais on fera les analyses que l'on veut. Mais il y a cet élément fondamental, Mathieu, juste pour finir, entre tous les partis. Et je pense que c'est ça qui fait... Qu'est-ce qui fait la synthèse de tout ça? C'est leur amour du Québec, de défendre les intérêts du Québec et de trouver les meilleures politiques pour nos concitoyens, ceux qui travaillent de 9 à 5, ceux qui ne peuvent pas travailler dans leur langue, dans leur entreprise, puis ceux qui ne peuvent pas avoir une éducation de qualité. Bien, ça, c'est ça le travail d'un État et c'est ça qu'une nation doit faire. Juste une mini nuance. J'aimerais simplement dire que Trudeau, vous avez tout à fait raison de dire que le nationalisme de l'évêque n'était pas celui de Duplessis, mais Trudeau n'était pas au courant. Et le drame de Trudeau, c'est qu'il a continué à lutter contre le duplessisme jusque dans les années 90. Alors, c'est à mon avis, parce que Trudeau, quand il parlait du nationalisme de l'évêque, il en parlait comme du nationalisme de Duplessis. Tribal. Oui, dans sa tête à lui. Ouais, Alors, ben, on s'arrête là. Oui, M. Barreto. Juste une petite précision. Qu'arrive-t-il lorsque la Grande-Bretagne prend le contrôle du territoire du Québec? Elle craint deux choses. Deux populations, les Autochtones et les ressortissants français. Qu'est-ce qu'elle fait avec les Autochtones? Elle les sort des réductions pour les mettre dans des réserves et signe un pacte, une entente. C'est les accords d'Oswegatchie en 1771. Pour les Français, elle donne le contrat au clergé. Et pour les Français, elles vont donner le contrat en 1774 au clergé, aux seigneurs et aux clercs.
Et dans les deux cas, la Grande-Bretagne essaie quoi? Elle essaie de coloniser le territoire en faisant venir des Anglos. Et elle a un problème, donc de toute façon, elle va réussir avec le temps. Mais l'objectif initial, c'est de neutraliser ces deux populations-là. Et c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais là, il fallait y trouver un péché généralisé. C'était qu'ils puissent devenir des révolutionnaires comme les Américains l'ont été et sortir les Britanniques, je parle des Britanniques du décor. Donc, elle a trouvé qu'il fallait les attaquer sur leur nationalisme, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans cette lecture-là avec les patriotes. Ils étaient dans une lecture d'un renversement du pouvoir, de prise de contrôle du pouvoir politique. Donc, c'est totalement différent que de faire une lutte contre le nationalisme. Et avec le temps, ce nationalisme-là est devenu de Durham à Trudeau, en passant par un paquet d'autres, ce qu'on a cherché à cibler. Et le problème, c'est que bon nombre de gens au Québec se disent nationalistes pour être une cible. C'est ça que je ne comprends pas. Les aspirations citoyennes en vue d'une forme de prise de contrôle du pouvoir par les citoyens, donc qui implique une forme de décentralisation des États auxquels on est habitué, ça peut se faire dans plusieurs formes d'États. C'est pas propre au républicanisme, je ne crois pas. C'est pas propre au modèle républicain, même si on l'associe davantage. Seulement, autant je suis républicain et je crois que le pouvoir appartient au peuple, mais je ne suis pas ceux qui pensent foncièrement que ce pouvoir doit être plus décentralisé qu'il ne l'est présentement. Les formes de pouvoir décentralisé qu'on connaît dans nos sociétés, pensons par exemple au pouvoir démocratique des municipalités, et à mes yeux, justement, un contre-exemple de bonne démocratie. Les pouvoirs municipaux, partout au Québec, ceux que je connais, ne sont pas des démocraties fonctionnelles. On a là généralement des oligarchies, des oligarques qui contrôlent, des municipalités, des maires qui sont portés au pouvoir pendant 20-30 ans, du copinage. Ce n'est pas une pratique saine de démocratie. Et si la décentralisation à laquelle on appelle, à laquelle certains citoyens appellent, et pour renforcer cette forme de pouvoir-là, ben, je suis contre. Moi, je pense qu'encore, je préfère vivre encore avec cette forme centrale de pouvoir. Et je terminerai en disant, l'action politique significative ne doit pas toujours nécessairement être celle qui est la plus proche de notre vie quotidienne. L'action significative peut également se faire au niveau national, où là, les leviers politiques, les vraies puissances politiques se trouvent. Donc, malheureusement, je vais peut-être décevoir certains républicains qui se retrouvent dans le citoyennisme de base. Je ne crois pas que ce soit si efficace. Et rappelons-nous, le vrai pouvoir avec la mondialisation se trouve à l'extérieur de l'État-nation. Pour contrebalancer cette hégémonie, ce pouvoir hégémonique, pensons-nous réellement que la bonne façon serait de le contrecarrer par un pouvoir local? La démocratie directe ne peut pas. Je ne crois pas. Je termine là-dessus. Oui, il y a peut-être une différence que je vais apporter entre le pouvoir le plus près des individus, donc un pouvoir peut-être municipal, et l'implication citoyenne qui, elle, peut effectivement mener à quelque chose de beaucoup plus large. Puis cette culture qui est importante aussi dans, en tout cas, ce qui est ma vision du républicanisme. Hein, cette vision, on sait, les Américains, je pense que c'était Jefferson qui disait, au fond, on ne peut pas demander aux Américains d'aimer leur pays à chaque 4 ans. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une implication quotidienne. Et pour moi, ça, c'est très important de le rappeler. Et que c'est très souvent dans ces intervalles de 4 ans que les choses peuvent se passer. Enfin, c'est ma vision, en tout cas, que j'ai de l'implication citoyenne. Je m'inquiète de la dissolution du pouvoir national parce que c'est le seul pouvoir collectif qui nous appartient pour être capable de se projeter dans l'avenir comme peuple, comme nation, comme société. Donc la dissolution du pouvoir national, de la souveraineté nationale, ne me semble pas quelque chose d'enthousiasmant aujourd'hui. Au contraire, je crois qu'il est nécessaire de la reconstituer et de la délivrer de certains contre-pouvoirs qui sont devenus des pouvoirs encore plus forts. Exemple? Les tribunaux, je crois qu'il y a un pouvoir exagéré ce qu'on appelle le gouvernement des juges d'une manière ou de l'autre, m'inquiète beaucoup dans la démocratie contemporaine, le pouvoir exagéré de certaines administrations. Donc il faut révaloriser la souveraineté populaire dans les différentes formes où elle peut s'exprimer. Ça a été pensé dans les années 80, avec le projet de souveraineté association, on avait estimé qu'il fallait décentraliser vers les régions davantage,
parce qu'on récupérait du pouvoir à l'intérieur du projet de souveraineté qui renforcerait le centre politique. Ça a été mis de côté immédiatement lorsque le référendum n'a rien donné. Le même projet a été repris en 1995. Mais ce projet pourrait avoir un sens véritable dans le cas d'un État indépendant du Québec. Parce que là, il n'y a pas les pouvoirs actuels seulement qui seraient revalorisés. C'est le gouvernement fédéral, tous les pouvoirs qu'il exerce sur le militaire, la monnaie, etc., reviennent des pouvoirs qui appartiennent au Québec. Et là, il est possible de davantage décentraliser. C'est ça qui m'apparaît le cas. Concernant la sous-question ou la question qui est liée à ça, qui est la participation citoyenne, mais là, c'est une toute autre affaire. Pour y arriver, il faut sortir du système actuel, du régime politique actuel, qui en est un de régime monarchiste constitutionnel qui n'a absolument aucun sens, il est abject pour la démocratie. Renforcer la démocratie via une approche républicaine que Parenteau a déjà clairement développée. Donc, changer le mode de et scrutin, faire en sorte que, oui, non, le mode de scrutin, c'est un élément de l'ensemble. C'est un élément. Si on fait juste ça, on fait passer. Parce qu'il y a tout le pouvoir exécutif, il y a tout le pouvoir législatif, il y a le pouvoir il y a tout ça à revoir, et c'est ça qui importe de faire. Et le revoir en faisant en sorte que les citoyens, ceux qui votent, ceux qui participent à l'État, ceux qui vont créer l'État, aient un contrôle plus grand que les Américains sur leur propre gouvernement, que les Français sur leur propre gouvernement, aient un contrôle sur les décisions politiques qui sont prises dans l'Assemblée législative. Oui. Ça, pour moi, ce sont des choses fondamentales. Et à partir de là, on commence à penser. Oui. Oui. Avant ça, on pense même pas. Au-delà de la participation citoyenne, M. Lachapelle, plusieurs citoyens ont perdu confiance dans l'institution politique et dans la démocratie de représentation. Il y a quelque chose d'une profonde méfiance maintenant, non? Et oui, qui peut tout à se fait. révéler Absolument. dans des mouvements, des assemblées de cuisine comme Faut qu'on se parle, ou dans d'autres types de mouvements citoyens, ou dans des efforts de refaire de la politique autrement, quoi. Alors... On peut pas nier que dans tous les États, puis au Québec aussi, on est mal gouverné. On est très mal gouverné. On a des gouvernements affairistes. On a des gens qui sont élus et qui ne servent que comme aux États-Unis, des grandes entreprises et des corporations. On le voit dans les scandales ici, on les voit dans les scandales en Europe, on voit ça partout. On sert pas les intérêts du citoyen, on sert ses intérêts et on met la main dans sa poche. Il faut revoir ça. Il faut rebâtir une démocratie. Nous avions fait des avancées remarquables dans les années 70 sur toutes les questions dont vous mentionnez, le financement des partis, le système électoral. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi, le deuxième élément qui est fondamental pour moi, c'est une redistribution de la richesse. La richesse, ça se partage. L'État a la responsabilité première de redonner à ceux qui en ont pas. Et faire en sorte que, et ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'être un pays indépendant demain matin. Mais demain matin, si on avait des bons gouvernements qui pouvaient redistribuer et faire en sorte aussi qu'on a de meilleurs services aux citoyens. Ce que préoccupe les gens, c'est la santé, c'est la qualité de l'éducation. On désinvestit en éducation. Pour moi, ça m'aberre. Un peuple qui veut devenir un peuple et qui n'investit pas dans la matière grise, je comprends pas. La force des États-Unis, ça a été ça. Ça a été de mettre l'éducation gratuite, de rendre accessible l'éducation. C'est encore le pays avec le Japon, avec le plus grand nombre d'étudiants dans les universités. Fait, si on n'investit pas, si on ne donne pas accès, on coupe actuellement dans la recherche. Aux États-Unis, les États-Unis ont inventé l'idée de l'éducation gratuite. Pourtant, pendant des années. Aujourd'hui, je suis d'accord. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas si gratuit que ça. Là. Ben, ça dépend où on regarde. Ça dépend où on regarde. Il y a des universités privées, des universités publiques. Tout ce que je vous dis, les Américains ont encore aujourd'hui, avec les Japonais, le plus grand nombre de jeunes qui sont dans les universités et qui sont des diplômés. Au Québec, on n'a pas gagné cette partie-là depuis les années 60. Il serait peut-être temps qu'on réfléchisse pour qu'on puisse arriver à mieux redistribuer la richesse et sans instruire, c'est s'enrichir. Il y a une espèce d'illusion étrange au Québec qui nous vient véritablement du père Trudeau, qui a voulu voir dans les plis les plus intimes du nationalisme québécois et même de l'identité québécoise une disposition à la xénophobie et à l'intolérance. De ce point de vue, je demande à regarder l'histoire.
Et est-ce que nous retrouvons dans notre histoire quelque chose de semblable aux tentations autoritaires européennes? Non. Est-ce que nous retrouvons dans... évidemment, il y a des phénomènes marginaux. Il y avait Adrien Arcan, par exemple, qui était un fédéraliste et qui voulait unir les deux peuples blancs du Canada contre l'orientalisation juive du pays. Bon. À ce que je sache, Adrien Arcan n'est plus une figure particulièrement d'actualité au Québec. Il me semble que la dernière fois on a entendu parler dans la culture populaire, c'était dans Cormoran, quand Clément Veilleux en était un disciple. Rappelez-vous les vieilles séries. Alors, quoi qu'il en soit, le cœur de l'homme n'est pas un cœur pur, et il y a une tentation du refus, de l'intolérance, tout ça. Je crois que de ce point de vue, c'est le rôle de la civilisation, d'être un principe civilisateur de nos mœurs, qui nous inculque un désir de respect, de courtoisie, un respect de la règle de droit, et ainsi de suite. Mais je pense qu'à l'échelle des peuples, pour le dire ainsi, le nationalisme québécois, le peuple québécois n'est pas celui qui s'est distingué particulièrement par une xénophobie larvée ou active, me semble-t-il. Comment parvenir à s'ouvrir, pour le dire ainsi, si on se nie soi-même, si on n'est pas capable d'assumer son particularisme, si on n'est pas capable d'assumer son héritage. Et de ce point de vue, je crois que les Québécois ont tendance, trop souvent, ils ne sont pas les seuls, mais à discréditer leur propre héritage de différentes manières. Dans la droite, ce qu'on veut dire la droite libertarienne de Québec a tendance à présenter la culture québécoise comme un fardeau. Si on s'en délivrait, enfin, on pourrait être américain. La gauche multiculturelle a plutôt tendance à nous dire, eh bien, la culture québécoise est xénophobe, et si on pouvait enfin être plus civilisé pour nous délivrer de cette tentation xénophobe ou de la discrimination. Donc, les Québécois, facilement, ne s'aiment pas. Me semble-t-il qu'ils pourraient se réconcilier avec eux-mêmes et ça leur donnerait une meilleure capacité, soit dit en passant, d'intégrer les nouveaux arrivants. Un peuple qui a une certaine assurance de lui-même a une plus grande capacité d'intégrer ensuite. Le particularisme, c'est la voie d'accès à l'universel. On n'accède pas comme être humain à l'universel directement, sans médiation. Si on entend par pluralisme une forme de négation des particularismes, ben je dirais que le pluralisme se prive de l'universel. La voie d'accès à l'universel, c'est le particularisme. Évidemment, une fois qu'on a dit que le particularisme était important, c'est pas dire d'emblée se couper à toutes les autres particularismes, à toutes les autres particularités, à toutes les autres cultures, mais il faut d'abord savoir qui on est, et quand ce qu'on est, il faut être capable de dire ce qu'on n'est pas. Okay? Le pluralisme célébré comme la seule forme d'identité ou d'appartenance au genre humain est une tromperie. On n'accède pas à l'homme de cette façon. On accède à l'homme, on est un homme, âme avec un grand H, là, être humain, par une voie particulière toujours. Il faudrait d'abord revoir notre histoire. Il faudrait d'abord que l'histoire soit enseignée. Il faudrait d'abord être capable de comparer où est-ce qu'on se situe avec d'autres pays. C'est là qu'est la tâche d'un État. C'est de démontrer à la face du monde que le Québec mérite de s'asseoir au concert des nations. Si je vous demandais quel est votre pays modèle dans le monde auquel vous voudriez arriver ou vous comparer, ce serait lequel? Je serais curieux de savoir les réponses. Certains vont dire peut-être la Norvège ou un pays où il y a une société plus égale, où les citoyens, quelle que soit leur région, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur revenu, puissent avoir une vie décente dans un pays. Et c'est là qu'on va avoir le vrai test pour moi. Le test se fait à tous les jours, quand je rencontre quelqu'un et quand on va dans des entreprises, puis on dit à des gens, quand quelqu'un perd son emploi, ben, il faut trouver une manière de retrouver et d'avoir des politiques qui vont dans ce sens-là. Et je peux vous dire que, en tout cas, je pense que pour moi, le pluralisme n'est pas une question, c'est une vie de tous les jours. Je veux dire, c'est vivre quotidiennement avec des gens qui, chacun d'entre vous, avez votre histoire de vie. Et chacun doit, et c'est ça le but d'un État, c'est d'essayer d'assumer cet héritage commun et d'arriver à bâtir avec un gouvernement, et c'est utile. Et moi, je crois je suis un politologue, il faut que je croie au moins, à tout le moins, que l'État a un rôle à jouer. La société, c'est mon fonds de commerce. Que, quand même, il faut qu'on puisse s'asseoir et s'asseoir en face avec d'autres nations et d'autres citoyens du monde et avoir aucune honte à dire ce que l'on a fait et où est-ce qu'on veut aller. C'est là où vous rejoignez Bock-Côté. Oh, on se rejoint sur ça, c'est clair, c'est clair. Mais pas de le faire, je veux dire, je me sens très enraciné depuis ma jeunesse, mais il faut juste qu'on continue de le faire. Et c'est là que l'État peut jouer son rôle, là. C'est là qu'on est d'accord sur l'histoire, par exemple.
par rapport à d'autres pays où l'histoire est fondamentale. Il faut qu'on retourne, qu'on remette sur tout notre passé historique, et à ce moment-là, puis et comparatif aussi, pour être capable de mieux nous situer dans l'histoire. Pluralisme et xénophobie, ce sont deux phénomènes deux phénomènes, le pluralisme non, mais la xénophobie oui, deux concepts qui se développent, prennent forme lorsque il n'y a pas de commun partagé. On pousse, en l'absence d'un commun partagé, on devient tous des particuliers. En l'absence d'un commun partagé, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, ces autres particuliers, par rapport à la nation dans laquelle je m'identifie. Et là le problème. Je pense qu'il ne peut se résoudre que par une voie. État indépendant, participation citoyenne, modification du régime politique. Projet de société, donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est un projet d'un nouvel État. Et d'un nouvel État qui soit fondé autrement que dans un monarchisme constitutionnel. Ça fait, le reste s'ensuit. Valeurs communes? Ils vont se faire, les gens qui vont participer au débat, ils vont les mettre de l'avant, et c'est là que naît une nation, c'est là que c'est là que peut naître aussi le nationalisme. Sans ça, c'est un nationalisme qui est culturel, qui ne crée pas du commun. Le nationalisme culturel crée de la distinction. Alors, écoutez, on arrive à la toute dernière question qu'on vous avait suggérée. Ce sera la conclusion de cette soirée d'échange. Donc, merci pour vos questions. Quel est l'avenir du nationalisme québécois? Monsieur Livernois, on commence avec vous. Je ne sais pas ce que sera le nationalisme québécois. J'ai un désir. J'espère que le nationalisme québécois va aller en ce sens-là. Pour moi, je l'ai dit, ça me distingue de certains. Le nationalisme québécois ne peut pas être une coquille vide. Pour moi, on doit attacher à tout ça un projet de société. C'est pour ça que je vois le nationalisme comme quelque chose de prospectif, un point de fuite même à la rigueur. Et pour moi, ça se conjugue avec une justice sociale, une égalité des chances, un filet social tissé serré, un respect, et non seulement un respect, mais un accueil de la différence. Et pour moi, c'est fondamental, et on peut se poser la question, je ne l'ai pas vraiment posée, pourquoi actuellement la question nationale est au plus bas aussi? Je veux dire, il se passe quelque chose au fédéral. On ne l'a pas nommé une seule fois, on a beaucoup parlé de son père, mais on n'a pas parlé de Justin Trudeau. Comment ça se fait que Justin Trudeau, on n'en parle pas ce soir? Il faut se poser la question. Comment ramener les gens vers la question nationale? Voilà. Pour moi, en tout cas, ça demeure quelque chose de très important. C'est ma conviction. À savoir si c'est ce qui va se passer, c'est autre chose. Tous les nationalistes au Québec, à peu près, sont à se remettre en cause. Et à mes yeux, il semble y avoir deux voies qui s'ouvrent à nous. Une première, que bien identifié Mathieu ici, si on n'est pour pas atteindre l'indépendance à court ou à moyen terme, on est tout de même de sauver les meubles. Donc, c'est en quelque sorte un repli stratégique sur le nationalisme culturel. Mais là, si on faisait un petit peu d'histoire, le nationalisme québécois des années 60 va quitter le terrain culturel qu'il était au moment qu'il était canadien-français pour embrasser le nationalisme politique. Il devient à ce moment-là souverainiste. Aujourd'hui, on dit simplement indépendantiste. Donc, la proposition, je dis Mathieu, mais tu n'es pas le seul à porter cette proposition-là. J'entends ici Jacques Beauchemin, Serge Quentin également. Il y a d'autres personnes qui pensent effectivement, donc l'indépendance n'étant pas atteignable dans le court terme, vaut mieux au moins préserver cette identité-là, alors que précisément, comme tu soulignes très bien, notamment les plus jeunes, semblent vivre comme s'il n'y avait pas de fragilité au Québec. Ça, c'est la voie, donc, de retour au nationalisme culturel. Moi, j'ai toujours pensé que les insuccès du camp souverainiste étaient précisément dus au fait que le nationalisme politique qu'ils ont mis de l'avant n'était pas totalement ou entièrement politique. Moi, je pense qu'il faut aller davantage dans plus de politique si on veut y parvenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la voie culturelle, certains diraient identitaire, moi je préfère en parler de culturelle, la voie culturelle, aussi forte puisse-t-elle être, ne conduira jamais le peuple québécois à l'indépendance. La seule voie possible vers l'indépendance, c'est la voie politique. Et qu'est-ce que j'entends là? Essentiellement deux choses qui ont été négligées dans le parcours souverainiste des nationalistes, c'est-à-dire une critique en ordre du régime canadien, à la fois de son monarchisme constitutionnel, mais également de son ordre idéologique, ce que fait très bien Mathieu ici, notamment avec la critique du multiculturalisme, donc l'ordre idéologique et le libéralisme anglo-saxon qui prend la forme du multiculturalisme au Canada. C'est pas tout de critiquer le Canada
Hein? Parce qu'au même titre, on ne construit pas une nation en s'opposant à une autre, on la fait parce qu'on se donne un pays. Mais le deuxième élément qui va avec ça, la seule véritable critique forte de cet ordre idéologique et de ce régime, c'est une critique républicaine, aspiration à construire une république. Moi, à mes yeux, la voie la plus simple, la plus sûre vers l'indépendance, c'est la voie politique, et la voie la plus sûre vers la République du Québec, c'est la voie républicaine. Le nationalisme québécois est en crise fondamentalement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a sous-estimé l'impact psychologique et culturel des deux défaites référendaires. Comme j'aime dire, la défaite des faits. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où, d'ailleurs, quand on a commémoré les 20 ans du référendum l'an passé, ça m'a marqué, on commémorait ça comme « Ah ben oui, on s'est chicané quand même, hein, c'était un beau débat. » Non, c'est pas un beau débat, on a perdu. Moi, ça me fascine l'incapacité à penser les conséquences tragiques de la défaite au Québec. On se demande pourquoi aujourd'hui le nationalisme est en crise, parce qu'il a perdu. On a mis toutes nos énergies depuis 1960, puis on pourrait même remonter ça aux années 20, dans la résolution de la question nationale, puis on n'a eu ni l'indépendance, ni la société distincte. Ce qu'on a eu, c'est le régime de 82 qui est fondé sur la censure de ce que nous sommes. Donc je serais surpris de voir un peuple enthousiaste devant quoi que ce soit dans les circonstances. Que faut-il faire? Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel consiste à tenir. Vous me direz que ce n'est pas un projet de société très enthousiasmant, je suis prêt à le concéder, mais il faut tenir, c'est-à-dire ne pas céder. Nous traversons une période difficile, et ce qu'il faut, c'est conserver vivante la question de l'indépendance, conserver sa légitimité à l'idée d'une nation québécoise, d'une culture commune ancrée dans l'histoire. Donc, garder vivante la fameuse question identitaire, pas sous son mode caricatural de j'ai un K-47 sous ma burqa, mais défendre la légitimité de la question identitaire, c'est-à-dire une culture commune, une histoire partagée, un espace public commun, une langue en commun, une volonté d'intégrer les immigrants à quelque chose d'autre qu'une espèce de patriotisme aseptisé et constitutionnel, donc une véritable nation assumant son histoire. Il faut s'assurer, par ailleurs, il faut travailler à réunir les nationalistes québécois au-delà de leurs différences idéologiques, se rappeler que nous avons davantage en commun comme nationalistes que nous avons en différents en tant que gens de gauche ou de droite ou de centre. Et si nous sommes capables de tenir, et si nous sommes capables de nouveau d'exercer le pouvoir d'une manière ou de l'autre, il se pourrait que l'histoire s'écrive autrement qu'à l'encre de la résignation. Je ne suis pas un souverainiste optimiste, mais je suis un souverainiste résolu, et je crois que c'est en tenant tout en sachant ce qui arrive si on décidait de se coucher qu'on sera capable un jour de se redresser. J'ai consulté ma boule de cristal. Elle est bien programmée, vous savez. Je l'avais programmée pour qu'elle connaisse la problématique des nations minoritaires au sein des États indépendants. Aussi, pour qu'elle connaisse bien le processus menant à la création d'un nouvel État indépendant et les politiques nationales qui sont habituellement déployées. Donc, je l'ai écouté. Puis là, s'agissant du nationalisme qui s'exprime actuellement au Québec, il lui est apparu, à ma boule de cristal, qu'il est improbable qu'il débouche un jour sur la création d'un État indépendant. Parce que ce n'est pas une question de tenir qui compte. Et tout au plus, ce nationalisme peut conduire seulement à des gains éventuels de souveraineté, un peu moins important que ceux de la Révolution tranquille. Par contre, il lui a semblé, à ma boule de cristal, vraisemblable qu'un nouvel État indépendant naisse d'une approche citoyenne qui fait du peuple le promoteur de cet État, en référence à la notion de patrie, à un État voulu différent de celui du Canada et à un régime politique grâce auquel les citoyens et les citoyennes exercent le contrôle de leur devenir. Fernand Dumont, avec qui j'ai échangé peu avant qu'il quitte ce monde, était ouvert à cette approche. Ce qui peut surprendre un certain nombre d'entre vous, parce qu'on estime Fernand Dumont le grand prêtre de la culture québécoise. Il était ouvert, mais il estimait qu'elle posait un problème parce qu'elle invitait les membres de la nation dite québécoise à se définir comme un des groupes désireux d'instituer cet État indépendant, et ça lui paraissait peu probable. Je suis sûr que Mathieu Bocoté va être d'accord avec Dumont que c'est impossible, à tout le moins. Or, c'est pourtant ainsi que se crée
des États indépendants dans des contextes analogues à l'occasion desquels des groupes ont pris conscience qu'ils avaient intérêt à s'associer pour promouvoir une patrie et un pays commun. On a dit qu'on avait parlé beaucoup de Justin Trudeau, mais c'est lui qui va probablement nous amener à se mouvoir vers cette voie, parce qu'il y a un gros problème entre les mains, c'est le pipeline. Le pipeline, ça ne touche pas la culture canadienne-française. Ça touche le fleuve, ça touche tous les résidents, ça touche tout le monde qui habite, et ça peut réunir. Donc, le pipeline est probablement ce qui pourrait soulever quelque chose comme un intérêt commun à faire du Québec autre chose. Le deuxième point qui est excessivement important, ce sont les énergies renouvelables. Au Québec, nous sommes construits en partie là-dessus avec Hydro-Québec. Bon, tenir, c'est pas suffisant, c'est développer qui va être important dans ce cadre-là et faire valoir la spécificité, la différence éventuelle que pourrait avoir le Québec. Un autre point, c'est les acquis collectivement réalisés qui sont sous attaque sur le plan économique et sur le plan social, même sur le plan culturel, par le gouvernement actuel. C'est pas tenir qui importe, c'est de reprendre le contrôle du pouvoir pour refaire ces assises importantes dans tout État indépendant. Et c'est s'attaquer, par définition, aux limites du pouvoir de la province de Québec et en se donnant ou en adoptant des règles de vivre ensemble qui vont créer beaucoup plus de commun que le maintien de toutes sortes de choses assez bizarres. Merci, M. Barito. M. Lachapelle. Quoi ajouter après ce programme assez costaud, avec lequel on va avoir beaucoup de travail à faire? Mais que ce soit pour sauver les meubles ou pour passer à l'offensive, au fond, sur des facteurs à partir de facteurs unificateurs. Oui. Est-ce que l'une des stratégies vous semble possible, réalisable à moyen terme? Oui, il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Notre nationalisme va toujours exister, il va continuer à exister, il va évoluer avec différentes formes, et c'est ça qu'il faut bien voir dans l'évolution. Mais je reviendrai sur le principe fondamental, là, qui est faire une meilleure société. Je pense que c'est ça le grand défi qu'on a eu à se battre dans les années 60, autant qu'aujourd'hui. Quel type de société dans laquelle nous voulons vivre? Et tout projet de société, tout projet national se fait avec tout le monde. Et ça, c'est fondamental. Ça ne peut pas se faire en excluant un groupe, une personne ou l'autre. Il faut que ça se fasse avec tous les gens, quelles que soient leurs origines, leur classe sociale, et d'avoir un projet qui englobe tout le monde. Et pour finir, la question est simple. Et je prenais la question du Brexit. Voulez-vous rester ou quitter le Canada? Et si vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus, bien, c'est à nous de faire la démonstration qu'on pense qu'à bout de piste, pour les souverainistes et autres, que quitter le Canada, c'est pas un moindre mal et qu'on aura une meilleure société.